Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que sur les US, c'est moins brandé qu'en France. T'as des sites, des landing pages qui font des millions, qui sont plus dégueulasses. On a dépensé énormément en formation. J'ai dépensé des milliers d'euros en coaching, en formation, en accompagnement. Et ce que tu vas partager là, j'ai vu très rarement. Mais il y a tellement de façons de faire 1 million par mois. Le pire des cas qui nous est arrivé, on vendait une tondeuse pour cheveux. On avait bien mentionné dans la product page que c'était pour cheveux, pas pour partie génitale. Donc j'ai une femme qui avait commenté: je suis une femme, j'ai utilisé pour me couper les parties génitales. Mes parties génitales sont en lambeaux. Ça veut dire quoi? C'est dire que c'est comme de la viande, tu vois. C'est ce qui différencie les top marques qui font plus de 5e le mois des autres. Moi, j'ai jamais fait d'organique. Donc là, je vais penser à mettre en place de l'organique. Et ensuite, j'ai listé tous les canaux d'acquisition qu'on pourrait tester et j'ai trié par niveau d'impact. Au final, le business, c'est un peu comme la guerre. Et on peut voir des grands chefs de guerre, un peu comme Napoléon. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller attaquer ou envahir un pays? Ils analysaient l'armée inverse. Au final, c'est la même chose. Nouveau podcast Master. Aujourd'hui, je suis avec Mathéo et Gabor. Et j'aimerais directement commencer ce podcast par une question d'un internaute qui nous a écrit: salut, comment on fait pour réussir la majorité de ces testings et se différencier de 99% des e-commerçants? C'est une question qui est, je trouve, assez pertinente parce que le e-com, il est très concurrentiel. Il y a énormément de personnes qui veulent se lancer en drop, en e-com. Et quels seraient tes conseils, Mathéo? Et ensuite, Gabor. Résume-moi juste la question. Donc, qui pose la question? C'est quoi son nom? C'est Thomas qui pose la question: comment réussir ces testings et réussir la majorité de ces testings et faire la différence avec les autres e-commerçants? Ok, ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense pour réussir à majoritairement ces testings, pour réussir même de manière certaine ces testings, il faut passer beaucoup de temps sur la recherche, l'analyse de marché, l'analyse marketing, pour être sûr déjà de si on lance ce qu'on va lancer, s'il y a un market fit. Ensuite, être sûr des positionnements marketing, c'est-à-dire, admettons qu'on va lancer une culotte menstruelle, ok. Eh bien, il faut être sûr que notre marketing va être aligné par rapport pour faire simple, au niveau de sophistication du marché. C'est-à-dire là, on a un niveau de sophistication du marché, c'est que c'est assez avancé pour des culottes menstruelles. C'est-à-dire les gens savent ce que c'est des culottes menstruelles, mais si on était au niveau 1, c'est que les gens ne savaient pas ce que c'était une culotte menstruelle. Là, ça ne sert à rien de parler, d'avoir des arguments marketing sur les offres. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de mettre des ads culottes menstruelles à 50%, parce que les gens ne savent même pas ce que c'est des culottes menstruelles. Donc en fait, c'est ça que je veux parler. À l'époque en tout cas. Maintenant, à l'époque, voilà. En France, ça commence à... Donc c'est déjà de faire une recherche marketing pour être aligné par rapport au niveau de sophistication du marché. Si le marché est au niveau 1, là c'est bangers parce que tu peux juste... c'est pas bangers, tu dois éduquer le marché, mais tu vas être le premier. C'est-à-dire les premiers qui avaient les culottes menstruelles, ils devaient éduquer. Mais petit à petit, si le produit a un produit de market fit, c'est-à-dire il y a une grosse douleur de règles, il y a un produit que les gens connaissent, une culotte, ils ont mixé les deux en culotte menstruelle, c'est plus sain, ça coûte moins cher, c'est un produit de market fit, c'est bangers. Donc déjà voilà, passer beaucoup de temps sur la recherche marketing pour être sûr de l'offre qu'on va proposer, des arguments marketing qu'on va proposer. Je dirais c'est le meilleur des conseils, mais beaucoup de temps. Donc pas des mois, mais prendre plein de deep work sur 1-2 semaines pour vraiment analyser en profondeur, être sûr des offres, ce qu'on va mettre en place. Et le meilleur moyen, c'est de regarder tout ce qu'ils font les concurrents. C'est-à-dire, à place de faire une analyse marketing de nulle part, c'est juste d'analyser les concurrents, qu'est-ce qu'ils font, décortiquer, sur quelle offre ils se placent, pour ensuite venir se positionner. Et si on est débutant, au départ, il faut être le plus proche possible des concurrents. On ne va pas pouvoir faire une démarcation des concurrents si on est débutant. Ouais, totalement. Pour moi, pour un bon testing, il y a 5 piliers. Il va y avoir le produit, qui est un pilier très important. Donc, comment est-ce qu'on va faire sa recherche produit? Où est-ce qu'on va aller rechercher le produit? Ensuite de ça, il va y avoir l'offre. Pour moi, la création d'une offre, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est-à-dire que si on a le bon produit, mais qu'on n'a pas forcément la bonne offre, des fois, le testing peut échouer parce qu'en fait, on ne donne pas assez envie aux gens d'aller acheter tout de suite. La troisième chose et le troisième pilier pour moi, c'est le site, donc la page produit. Comment est-ce qu'on va structurer sa page produit pour faire en sorte que quand les gens arrivent sur notre site, ils soient vraiment dans un parcours qui fait qu'au final, ils achètent de façon presque... un parcours hypnotique. Voilà, parcours hypnotique, j'adore quand tu dis ça. Et la troisième chose, c'est... la quatrième chose, c'est tout ce qui est au niveau des stratégies publicitaires. Sur Meta, par exemple, avoir les bonnes stratégies de lancement.
et de faire en sorte justement que les testings puissent réussir rapidement. Et j'ai un 5e pilier qui est, donc on a produit, on a offre, on a landing page, on a stratégie publicitaire et évidemment les créatives, qui est le 4e pilier. Et les créatives, c'est comment est-ce qu'on va créer des images, créer des vidéos qui vont faire que les gens achètent. Et pour moi, si on a les bonnes techniques dans ces 5 piliers, on met le plus de chances de notre côté pour réussir nos testings. Super. Et toi, t'en penses Excellent. quoi? Bah, moi, je suis d'accord avec vous deux. Juste sur un point que tu as partagé, tu as dit que tu prends plusieurs deep work, plusieurs semaines. Genre, tu peux prendre jusqu'à 2 semaines pour bien analyser si il y a le bon TAM, si le market sophistication est OK. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, la majeure partie de mes winners ont été faits parce que j'étais rapide. Et justement, le timing, pour moi, c'est super important. Et si j'aurais laissé 2 semaines passer au moment où j'ai trouvé le produit, bah, ça aurait peut-être pas fonctionné. Donc, il faut différencier. Est-ce que tu vas avoir un taux de réussite élevé quand tu veux faire une marque ou si c'est du drop pour faire du cash flow. Parce que si tu fais du drop cash flow et que tu reprends rapidement quelque chose et que tu fais sur le même marché, etc., tu peux pas te permettre de faire après 3 semaines. Donc, je vais juste revenir sur ça parce que tu as aussi dit qu'il faut se rapprocher le plus du concurrent pour faire le testing. Mais si on se rapproche le plus du concurrent, il faut le faire extrêmement rapidement, sachant que le marché il est déjà validé. Mais si on fait une marque à 100%, ce que tu as dit, ça fait sens. 100%. Ouais, le timing est très important. Après, oui, c'est pour ça que tu as raison de mentionner, en différencier entre niveau débutant ou faire une marque. Faire une marque, ben, ça peut prendre des mois. Après 2 semaines, je pense que c'est exagéré. Je pense que c'est vraiment prendre le temps pour bien comprendre. Mais ouais, 100%. Je rejoins 100%. Mais après, moi, il y a aussi une dimension que j'ai pu analyser dans le business. Des fois, c'est une dimension, et j'ai bien aimé la dernière fois qu'on était en train de manger au resto. C'est un ami à nous qui a dit, en fait, il y a 2 personnes qui peuvent lancer le même business et au final, il y en a un qui va réussir et l'autre, il ne va pas réussir parce qu'à un certain moment, c'est aussi Dieu qui donne. Et c'est clair qu'il ne faut pas amener trop de spiritualité dans le business parce que c'est clair que ça amène les choses à un niveau étrange. Mais dans le fond, je pense aussi que l'énergie qu'on va mettre dans les choses peut faire en sorte qu'elles réussissent ou qu'elles ne réussissent pas. Et par exemple, si on va vraiment se prendre la tête, mettre du cœur à faire sa page produit, mettre du cœur à faire ses créas, mettre du cœur à faire beaucoup de choses, en fait, il y a aussi une âme qui va venir dans ce projet et qui va faire aussi que ça va peut-être donner la chance de plus réussir que peut-être en fait pas forcément mettre son âme au même point. C'est juste ça sur lequel je voulais rebondir parce que des fois c'est vrai que moi j'ai pas compris, je lance les mêmes produits que certaines personnes mais ça marche pas. Dieu ne donne pas. Tu es en enfer. Exactement. C'est ça. En fait, je pense que c'est aussi une question de vibration. C'est-à-dire tu peux mettre en place les mêmes choses mais il y a certaines personnes qui vibrent à différentes vibrations qui font qu'elles réussissent tout plus facilement. C'est vrai. Et puis, c'est aussi une question de momentum. C'est-à-dire que peut-être que la personne qui a lancé le produit, on va dire il y a 1 semaine et demie, bah, cette personne-là, en fait, elle était pile poil dans un bon momentum où ouais, on ne comprend pas toujours en fait, pourquoi un testing va fonctionner ou pas fonctionner. C'est quand même quelque chose qu'il faut aussi relever. On a tous trouvé ici, autour de cette table, des dizaines et des dizaines de winners. Mais des fois, on est sûr d'avoir trouvé une pépite. On se dit, celui-là, mais c'est sûr que ça va être banger. Et en fait, on lance les pubs et on n'est pas rentable. Et même à notre niveau. Donc, Après, sur ce point, moi, je suis d'accord. Mais j'ai aussi mes statistiques depuis que j'ai commencé Elicom et les milliers peut-être de produits, enfin, peut-être pas milliers, mais centaines de produits, pour sûr, qu'on a lancés, testés, etc. À chaque fois que je me prends la tête, en fait, au plus je passe de temps pour créer le logo et créer la boutique, au plus la boutique ne réussit pas parce que ça s'explique chez moi. Au plus je travaille sur le logo, alors le taux de réussite il descend. Non, le logo, je suis d'accord. Comment on pourrait expliquer ça? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient, qui est assez récurrent. Non, mais parce qu'il y a différentes choses par rapport à la loi de Pareto, si on revient là-dessus, parce que c'est en gros quel est le 20 du 80. C'est clair qu'un logo, on s'en fout un peu, dans le fond. Mais par exemple, tu vois, la façon de faire tes créas, pour moi, c'est-à-dire combien de temps tu vas mettre pour aller sourcer les files. Est-ce que tu vas aller sur YouTube, rechercher les vidéos qui ont le plus de vues, aller décortiquer les meilleurs moments? Est-ce que tu vas trouver tout d'un coup un chirurgien qui parle en fait d'un moment précis sur une problématique et que tu vas pouvoir venir mettre dans ta créa? Est-ce que tu vas aller sur TikTok? Est-ce que tu vas vraiment faire des recherches? Et je pense qu'à ce niveau-là, le cœur et l'âme a vraiment un sens. Alors qu'au niveau du logo, je te rejoins 100%. Si ton logo il est vert ou si ton logo il est bleu, si tu as un bon produit, il va vendre de toute façon. Mais pour moi, c'est juste... 100%. Tu as très très bien résumé. C'est bon, parfait. Ouais, c'est ça.
En fait, mieux vaut mettre de l'énergie et de l'effort, de l'âme sur ce qui peut rapporter vraiment que perdre son temps à juste être frustré et à passer beaucoup de temps sur un logo. Au final, ben, tu peux passer 10 heures sur un logo et 1 heure sur tes créas, ben, ça va pas rapporter beaucoup en fait. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le drop. C'est parce que ils n'arrivent pas parce qu'ils s'attachent trop à leur produit, je pense. Et je pense que même si tu mets ton cœur et ton âme dans quelque chose, eh ben en fait, si ça marche pas, il faut réussir à passer avec le même cœur et la même âme dans la prochaine chose. Et c'est ça qui va faire quelqu'un qui réussit ou qui réussit pas pour moi. Et en fait, le problème, c'est que les gens, ils commencent le drop, ils se disent « Ok, c'est génial, j'ai tout compris, je veux faire ci, je veux faire ça ». Ils mettent tout leur cœur dans quelque chose, mais ils n'ont pas les bases parce qu'ils sont encore en train d'apprendre. Et en fait, ils s'arrêtent au deuxième testing et ils se disent « Ah, ça marche pas, le drop, c'est fini ». Flop. C'est les gens qui agissent comme ça, ils vont flopper au bout d'un moment donné. C'est Parce ça, mais qu'il il y a faut... beaucoup de gens, je dirais le 90% des gens. Tu peux dire 90, on est 3 Suisses. Voilà, non, mais c'est pour les gens qui comprendront. Écoutent, ils comprendront, ils vont s'adapter. Ok. Mais du coup, c'est 90% des gens qui réussissent pas en drop. 90, c'est quand même pour les Français. Ok, bon, du coup, il va pas lâcher. Non, vas-y. Non, mais du coup, voilà, on s'est compris, quoi. C'est ça. Bah, je pense que tu soulèves quelque chose de très important, c'est qu'en fait, dans le business, il faut se détacher de l'émotionnel. C'est-à-dire, il faut fixer en place des règles, des standards, des process, et peu importe notre état émotionnel, les faire. Je pense que c'est pareil dans le sport. C'est à chaque fois qu'on se dit, OK, je vais m'entraîner quand je suis en forme, bah, ça va être problématique. Et dans le business, c'est pareil. Est-ce que vous n'avez pas réalisé un truc ? Est-ce que vous n'avez pas toujours du succès un peu dans les mêmes niches ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un truc qui fait que vous allez mieux vendre certains produits ? Vous testez des fois de faire des testings dans d'autres niches, mais il y a 2-3 niches, chaque fois que vous testez, vous avez plus de taux de réussite, ou alors ça n'a rien à voir ? Pour moi, c'est un or. Ça n'a rien à voir, mais le taux de succès augmente quand on reste dans la même niche. C'est ça. Parce qu'on comprend Effet comment... composé. Ouais. Compound effect, tu connais plus sur la niche, tu sais repérer. Tu as l'œil aussi, comme la loi d'attraction, tu as l'œil sur ces produits-là, tu sais que ça marche, ces variantes-là, tu sais que ça marche, ces créas, ça marche, ces angles marketing, ça marche. Du coup, c'est... Mais c'est aussi un feeling et une sensibilité qu'on a ou qu'on n'a pas. Tu vois, par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir plus de facilité à vendre des produits de beauté parce que c'est quelqu'un qui a une sensibilité par rapport à la beauté. Et cette même personne n'aura peut-être pas la même sensibilité par rapport à des produits de bricolage parce qu'en fait, c'est pas du tout son monde. Et en fait, quand on vend quelque chose, surtout en ligne à des gens, c'est aussi une façon de parler à ces gens et faire en sorte en fait qu'ils achètent notre produit parce qu'on les comprend tellement bien qu'ils vont se dire c'est le moment d'acheter. Et cette même personne qui sera très forte en marketing dans une niche, peut-être que si tu la mets dans le bricolage, peut-être qu'elle aura moins intuitivement les mots pour faire que la personne achète. Donc pour vous, on n'a pas des niches de prédilection. Et je dis pas qu'il faut se focus sur une niche. Un débutant qui commence et qui se dit « moi, je vais vendre des produits de beauté », pour moi, c'est une erreur. Mais pour moi, il y a quelque chose d'un peu magique. Parce que revenir sur le début de la conversation, vu que je suis parti un peu là-dedans, c'est pas toi qui choisis ta niche, c'est la niche qui te choisit. Mais ça, c'est quelque chose qui vient avec vraiment le temps. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas faire peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans de e-com, tu vas vendre plein de types de produits. Et finalement, en fait, tu vas te rendre compte que c'est là, en fait, qu'est ta zone de génie. Et c'est pour ça qu'après, tu vas peut-être plus aller dans cette catégorie, justement, pour aller créer une marque ou faire quelque chose de grand. Totalement, mais il ne faut pas t'enfermer. Ça veut dire, t'es dans ta niche, mais tout d'un coup, tu peux avoir un banger de produits que tu vois sur la librairie Facebook, qui vient de sortir, qui a des millions d'impressions, qui a des centaines d'ads dupliqués. Ben... peut-être que c'est un autre produit d'une autre niche qui va changer ta vie. Alors qu'une personne qui reste dans la niche beauté, alors elle pourrait passer à côté d'un énorme banger. Donc oui et non pour ma part. Après, je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il faut avoir une affinité avec la niche. Parce que quand tu as une affinité, quand tu as un niveau d'expertise peut-être trop dans la niche. Par exemple, moi dans la niche fitness, c'est par cette niche-là que je voulais commencer. Fitness, bien-être, etc. Parce que moi j'étais coach. Donc j'adorais. C'était ma passion, c'est toujours ma passion, je me suis beaucoup formé et le problème c'est que ça marchait pas parce que j'avais pas les langages, j'étais trop loin par rapport à ce qu'ils pensaient les gens, par rapport au commun des gens. Tu vois, moi j'avais une manière de faire qui était différente parce que j'avais appris plein de choses et en fait les gens ils étaient au stade A où c'est que ils voulaient des gros pecs, cheat meal, etc. Puis moi j'étais à un stade où c'est que j'avais tous des autres termes et du coup un langage et une vision qui était totalement trop loin. Donc je pense que n'importe quelle niche, le process il est le même. C'est que tu dois regarder comment parlent les gens, faire une analyse marketing et parler dans leur langage, selon leurs désirs, leurs problèmes. Donc je pense, oui, d'avoir une affinité, ça peut aider, mais faire attention. C'est ça, mais je parlais plus pour un niveau un peu plus avancé qu'un débutant, parce que on parle souvent de vision, etc. Et c'est vrai que d'avoir un why
quand même, à un certain moment, quand on arrive à un certain niveau, c'est quand même important quand on commence à lancer une marque. Et comment, en fait, c'est une question que je vous pose, hein, parce que c'est une question que je me pose à moi-même aussi, comment avoir un why bien clair et bien défini quand, en fait, on a des marques qui sont dans plusieurs domaines différents. Parce qu'à un certain moment, je regardais dernièrement, je suis tombé sur la chaîne YouTube je ne sais plus son nom, du founder de Cure, de la marque de beauté Cure. Exact. Et c'est vrai qu'il a fait 1 million en un jour, sauf erreur, avec sa marque. Et tu le voyais, il était super content, super heureux. Et il disait vraiment la clé, c'est le focus et le fait d'être sur une chose. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir envie d'être sur plein de marques différentes, faire monter les choses. Mais des fois, on peut voir aussi les gens qui ont beaucoup de succès, avoir un truc, se focus sur un truc et foncer dedans. Donc, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Ce qu'il faut savoir, c'est que Matt, il a quand même plusieurs business. Hein. D'ailleurs, je l'avais invité au Mastermind. Il n'était pas venu parce qu'il était focus. Mais il a son agence, il avait d'autres brands, mais il a mis tout son focus sur Cure dernièrement. Et le media buyer, c'est Marine d'ailleurs, qui est venue au Mastermind, qui nous a fait une masterclass. Donc, j'ai perdu ta question, si tu veux. Non, juste la question, répéter. c'était justement, enfin, quand on veut développer plusieurs marques comme ça, parce que je crois qu'autour de cette table, vous avez tous quand même plusieurs marques, comment est-ce que vous faites pour que votre niveau de focus soit aligné et que votre why soit aligné sur les deux projets en même temps? C'est une très bonne question, pas facile. Moi, pour ce point, je prends toujours l'exemple de David Fordaghi, celui qui a la marque Zeodi, qui, à ses débuts, avait Z-Blanket, les couvertures chauffantes là, etc. Et qui avait 2-3 autres projets de drop. Il a lancé énormément de produits. Et à un moment, son mentor lui avait dit « Focus-toi que sur Z-Blanket parce que c'est ce qui fonctionne et tu vas avoir tes résultats x10, x100. » Et lui, il a toujours lancé à côté 2-3 produits. Et il a eu du coup Zeodi qui est apparu. Et finalement, c'était ça, son multi-million-dollar brand. Et je pense qu'il a vendu plus de 300 millions. À ce qu'on m'a dit, 800 millions. 800 Après, millions. je suis pas sûr des chiffres. Mais du coup, la morale de cette histoire, c'est ayez toujours cette envie de lancer des produits, même à côté de vos brands. C'est vraiment une question très 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 difficile parce que si tu te focuses que sur une chose, c'est sûr que tu auras un taux de réussite plus élevé dans cette chose-là. Quand tu débutes en tout cas, pour moi, c'est obligé que tu testes une chose à la fois. Mais au final, c'est un peu comme dans le... Si on fait CBO ou ABO, pour moi, c'est un peu la même chose. Les deux fonctionnent et j'aurais pas une réponse claire pour ça. Moi, je pense qu'il faut être focus sur avoir au moins un truc qui tourne. Une fois que tu as un truc au moins qui tourne un peu, bah là, tu peux être à l'affût des opportunités en faisant attention au syndrome de l'ange brillant. Donc pareil, là, tu as une marque qui tourne, mais d'un coup, tu vois un potentiel marque qui pourrait faire 10 fois plus, eh ben, ça serait bête de manquer. Mais tu dois t'assurer en même temps que ton business il tourne, parce que je pense que son business il tourne encore, les blanquettes de Fogarty. Et s'il tournait pas et qu'il avait switché, ben, peut-être ça aurait pas amené des fonds pour lancer sa marque. Donc je pense qu'il faut être smart aussi. Ça passe par la délégation, en fait. Ouais, ça passe par la délégation. Mais c'est vrai que c'est très difficile de gérer plusieurs business en même temps. Moi, je pourrais pas le dire parce que je maîtrise pas plusieurs business en même temps. J'essaye de le faire. Et les seuls conseils que je pourrais donner qui marchent, c'est de faire... On pense au temps qu'on alloue en travail, mais il faut aussi penser au temps qu'on alloue en pensée. C'est-à-dire, on a tous des pensées dans la journée. Et moi, j'essaie de les filtrer. C'est-à-dire que quand j'ai plusieurs business, ben, je me dis ça, j'y pense pas du tout, à part peut-être le week-end. Comme ça, dans ma tête, c'est clair au niveau de à quoi je pense. Et par exemple, si j'ai une marque où c'est que je vais aller en profondeur, là, il y a des problématiques, ben, je vais mettre des sessions où c'est que je pense. Par exemple, je suis en voiture pendant 30 minutes, j'écoute pas de musique, j'écoute rien, je pense juste à une problématique que je veux résoudre. Et on se rend pas compte à quel point, juste de penser, n'importe qui, je suis pas plus intelligent que les autres, on peut résoudre des problèmes juste avec nos pensées. Juste avec nos pensées. Mais ça, c'est assez inconfortable parce qu'on pense pendant 5 minutes, puis après on dit vas-y, fais autre chose. Puis en fait, non, c'est en continuant que tu arrives à trouver, tu arrives à aller dans une zone de génie un peu. Mais je regardais un podcast pour rebondir sur ce que tu dis dernièrement, sur un professeur de bonheur à Harvard qui disait qu'en fait, la plus grande tare de notre époque, et pourquoi les gens ont très peu de vision, c'est en fait qu'ils s'ennuient plus. Donc en fait, tu vois, tout ce flot de pensée dont tu parlais avant, donc c'est un flot de pensée qui nous aide à choisir où on veut aller, à se faire une vision. Et ben en fait, il vient être cassé par OK, la nouvelle série Netflix, OK, TikTok, OK, ci, OK, ça. Et en fait, vu que les gens s'ennuient plus,
en fait, les gens n'ont plus de vision. Et en fait, il poussait les gens à s'ennuyer. C'est ennuyez-vous parce que c'est en vous ennuyant que vous allez trouver votre vision, ce que vous avez envie de faire, etc. Et je trouvais intéressant pour rebondir de ce que tu dis, parce que c'est 100% ça, en fait. Ouais. Et quel conseil on pourrait donner aux auditeurs qui veulent s'ennuyer? On met une pause là sur la vidéo de 30 minutes. Par exemple, à partir de maintenant, on Podcast va de s'ennuyer 2h30. tous ensemble. On regarde dans le vide. Allez, c'est parti. C'est ça, hein, les gens, ils sont toujours... ils suivent toujours TikTok, ils suivent toujours des musiques du monde, etc. Et du coup, ils sont toujours entraînés. Ils sont toujours guidés dans quelque chose qui, en fait, n'est pas leur objectif. Et de contrôler les pensées, c'est quelque chose de très puissant. Et moi, les quelques conseils que je peux donner, c'est voilà, 0 notification sur le téléphone et un glitch que j'ai fait quelques fois qui m'aide beaucoup, c'est quand on a une problématique de penser, fermer les yeux, etc., penser à une personne, à un mentor qui est très élevé dans le niveau du business, qu'est-ce que lui ferait à ta place et ensuite tu vas avoir ses pensées. Et c'est super, super puissant. Genre vraiment, tu fermes les yeux, tu te dis qu'est-ce que Alex Hormozy ferait à ma place, etc. Et tu essayes d'être en networking avec lui et puis ça peut grandement t'aider avec les pensées. C'est une technique incroyable, ça. Toi, tu as une autre technique un peu? Je fais un peu la même en état méditatif. Ok, donc c'est-à-dire quand tu as des moments où tu sens que tes pensées sont pas alignées, tu vas méditer et puis ensuite de ça, tu ressors et ça c'est amélioré. Après, chacun a ses codes, ses secrets pour... enfin, pas ses secrets, mais ses méthodes pour se sentir bien. Moi, ce qui marche, c'est... Je dois pas être en période de fatigue ou trop de stress. Pour moi, trop de stress, après, j'arrive pas bien à penser. Donc, en période de fatigue, j'ai des pensées moins claires. Donc, pareil, si je prends un peu du temps pour moi, si je récupère, là, j'aurai des pensées plus claires. Et puis sinon, un truc tout simple, c'est juste se coucher, fermer les yeux, être un peu en état méditatif et juste de penser sur le même truc. Et là, on peut être surpris à quel point on peut débloquer toutes les situations. Mais ça, c'est intéressant, mais c'est déjà le niveau avancé, parce que vous vous rendez compte que des fois, vous avez des pensées que vous voulez changer, et vous en rendez compte, mais la plupart des gens peut-être qui nous regardent, ou des gens qui débutent, ils se rendent même pas compte en fait qu'ils ont des mauvaises pensées, tellement ils sont habitués à les avoir. Et moi, j'avais une technique assez intéressante pour ça, pour réaliser en fait le nombre de fois où des fois on a des mauvaises pensées dans la journée ou qui sont pas alignées avec nos objectifs. C'est qu'en fait, chaque fois que tu te sens d'avoir une mauvaise pensée, en fait, tu vas mettre soit une pièce de monnaie en fait dans une tirelire ou dans un bocal pour que tu vois en fait toutes tes journées qui passent avec de l'argent. Et comme tout le monde aime bien l'argent, personne en fait a envie de tout le temps mettre 2 balles dans un truc qui monte. Autrement, il y avait une technique avec un élastique qu'on met au poignet et chaque fois qu'on a une mauvaise pensée, hop, on tire l'élastique et en fait ça fait un choc au corps où chaque fois, oh, il faut que je me reprenne, oh, il faut que je me reprenne. Parce qu'au final, c'est de l'auto-manipulation d'avoir des bonnes pensées ou des mauvaises pensées. C'est juste un rythme dans lequel on rentre ou on n'est pas, quoi. Incroyable, tu arrives à développer plus sur l'élastique, là, ça m'intéresse. Ouais, j'ai entendu cette technique. Ouais, bah en fait, c'est un élastique que tu mets au poignet, comme ça. C'est un élastique, c'est égal. Ouais, c'est un élastique comme, tu sais, l'élastique qui tient un jeu de cartes, par exemple, tu le mets au poignet, et puis dès que tu sens que tu as une mauvaise pensée, tac, tu te le claques sur la peau. Et en fait, au début, tu en auras beaucoup, parce que tu verras, tu vas prendre... tu vas pouvoir analyser, en fait, toutes tes pensées dans ta tête, et en fait, ton corps, en ressentant la douleur, eh ben en fait, il va moins vouloir avoir de mauvaises pensées, donc tu vas partir dans un truc où tu auras constamment des bonnes pensées, parce qu'au final, si on a des mauvaises pensées, c'est des neurones miroirs. C'est des neurones qui sont habitués à prendre les mêmes cheminements et se parler de la même façon, qui font en fait que tu as ces pensées dans la tête. Mais si ces neurones miroirs, tu leur dis de prendre un autre chemin, ces pensées, elles ne viennent plus. Il faut juste habituer le corps à plus avoir ces pensées. C'est juste pas, tu as confondu le terme. Neurone miroir, c'est quand tu as les mêmes mimiques et pensées que ton interlocuteur. Ouais, mais en fait, quand tu mimes. Ça, je sais plus alors le terme exact. Il y a un terme, je ne saurais pas dire non plus. Mais oui, je vois, il y a un circuit qui est fait, puis ils le reprennent. C'est ça, c'est entre les synapses et puis c'est un truc qui revient constamment. Mais c'est ultra important, hein. Travaillez vos pensées, hein, parce que si vous coupez vos pensées, vous filtrez vos pensées à la source, eh ben, derrière, vous aurez ces pensées. Comment je peux mieux expliquer ? En fait, des pensées amènent à des émotions. Ces émotions amènent à des états d'âme, puis ensuite amènent à des habitudes, à des humeurs. C'est-à-dire quand vous êtes déprimé, eh ben, la base, c'est des pensées. C'est des simples pensées qui se répètent, qui vous provoquent des émotions, qui provoquent des humeurs et des états d'âme. Donc en travaillant ces pensées, ben, derrière, on va venir se sentir mieux et ça va avoir un impact énorme. Et le livre s'appelle « Pensez et devenez riche ». C'est pas « Réfléchissez ou devenez riche ». C'est vraiment « Pensez et devenez riche ». C'est pas pour rien qu'il a écrit ce livre. Quel auteur ? Napoleon Hill. C'est un livre passionnant, justement. Mais d'ailleurs... bon, après, ça, c'est une théorie comme une autre, mais il faut savoir que la première version de ce livre,
qui s'appelle Penser et devenir riche, qui est un classique dans le monde du développement personnel sur les pensées. En fait, la première version contenait beaucoup plus de choses que la version qu'on nous vend actuellement, parce que beaucoup de choses ont été coupées, en fait. Et le truc intéressant, c'est d'aller trouver la première version, parce qu'il y aura énormément de choses qui sont plus dites maintenant. Alors après, ne me demandez pas pourquoi les maisons d'édition coupent certains passages, qui sont souvent les plus intéressants. Mais voilà. Ok, merci pour le tips. J'ai une autre question de Ali. Faut savoir qu'en ce moment, on a beaucoup de marques qui scale en Europe. Beaucoup de personnes ont des shops en France, aux UK, en Allemagne, etc. Et c'est vrai que le marché des US, il est assez attrayant. Il y a plus de TAM, il y a énormément de clients potentiels. Il y a aussi peut-être moins de taxes qu'en Europe et plus de facilité à scaler. Et on a une question justement concernant une recherche ou un lancement de shop aux US. Quelle serait la différence avec le marché européen? Et en termes de budget, est-ce qu'il faut plus de budget ou pas? Et ensuite, je pense qu'on pourrait aussi parler des marques qui sont déjà existantes en Europe et comment aider ceux qui font genre 100K, 200, 300K par mois en Europe, les aider à aller aux US. Parce que je pense qu'ici, on a tous déjà scalé bien aux US. C'est une question assez compliquée à répondre parce que je ne l'ai pas fait des centaines de fois. Mais là, principalement, on chiffre que aux US. Donc, on l'a fait quand même quelques fois. Mais j'aimerais bien avoir l'expérience de l'avoir fait une centaine de fois pour répondre de manière avec plus de largeur. Pour les US, ça demande beaucoup plus de budget. C'est un marché qui est beaucoup plus compétitif. C'est que je conseille d'aller sur les US une fois qu'on a des skills, une fois qu'on est avancé. Donc une fois qu'on est avancé, qu'on sait qu'on peut battre les autres grâce à nos skills, à nos compétences, bah là, il faut se lancer sur les US en sachant... Ça signifie quoi avancer pour toi? D'être meilleur en copywriting, en marketing. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les US, ils sont très avancés. C'est-à-dire ils auront des techniques marketing, ils auront des techniques de copywriting plus poussées qu'en France. Et puis pour moi, pour rejoindre ce que tu dis, il faut aussi avoir un volume de créa aux États-Unis, au UK, qui est vraiment puissant et performant. Parce qu'on va être face à des gens qui ont des teams, parce que les Américains sont beaucoup plus loin. Et pour aller concurrencer ces gens-là, il va falloir être super chaud en créa et avoir, je pense, au moins une équipe avec un éditeur qui peut balancer minimum 10 à 15 créas par semaine. Pour rentrer, aller, on va dire, se poser à la table et pouvoir manger à la même table qu'eux. Et même en étant comme ça, je pense qu'il va falloir être très très chaud. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir une ingéniosité qui est puissante pour venir les battre. Parce que eux, moi j'ai déjà été en concurrence avec des marques US. Quand tu analyses leur marketing, ils balancent 30 créas par jour. Tu vas sur la bibliothèque publicitaire, tu vois les créas qui sont sortis, tu descends, tu scrolles, tu vois les créas qui sortent tous les jours, tu dis waouh, c'est puissant, c'est une machine, tu vois. C'est ça, donc, mais ça te pousse à faire la même chose, voire mieux. C'est ça, du mais coup, c'est juste, comme il dit, pour moi, le stade avancé, c'est le stade où tu as pu positionner une équipe qui fait que tu peux avoir les rouages qui vont te permettre d'aller concurrencer ces volumes, en fait. Parce que si tu arrives avec tes 6 créas par semaine parce que tu es seul et puis que tu dois tout gérer et que tu peux faire juste 7 batchs de créas par semaine et c'est déjà beaucoup, bah peut-être ton produit est bon, ton marketing est bon, mais simplement Facebook va pas te montrer assez parce que les autres te défoncent niveau créa, quoi. Ok, mais plus concrètement, par exemple, une personne a une marque qui fait 200-300K par mois en France. Concrètement, pour se lancer, la stratégie de lancement aux US, est-ce que vous aurez 2-3 conseils en mode combien de créas il faut qu'ils reprennent de la France? Est-ce que vous avez des stratégies particulières, des tips surtout pour chiffrer aux US face à la concurrence, comme vous l'avez dit? Alors moi, perso, premier tip, c'est toujours... Toi, moi, c'est comme ça que ça a toujours marché, toujours tester en France. Même Gab le disait dans le deuxième podcast, c'est que la France, c'est un marché tellement compliqué que quand ça marche en France, ça marche souvent dans le monde. Donc, premièrement, je conseillerais aux gens de tester en France. Pourquoi? Parce que déjà, ils maîtrisent la langue. Déjà, ils vont maîtriser tout plein de subtilités qui font qu'il y a plein de problèmes qui vont être réglés avant en fait, de lancer aux US. Et comme on dit, le diable se cache dans les détails. Et du coup, c'est important justement d'avoir tous ces détails qui sont déjà bien réglés. Et ensuite de ça, quand ils veulent partir sur les US... Personnellement, je mettrais toujours le Big Five, donc je ne mettrais jamais que les US. En tout cas, moi, perso, je mettrais toujours US, UK, Canada, Nouvelle-Zélande et Australie. Comme ça nous donne aussi une plus grande portée par rapport au marché anglophone. Et ensuite de ça, en fait, je traduirais simplement tout ce qui est site internet, les meilleurs créas, je les traduirais, et puis je balancerais comme ça et je regarderais qu'est-ce que ça donne. Les meilleurs créas, combien de créas t'as des... Tous les bangers, c'est-à-dire tout ce qui a généré beaucoup de ventes en France. Je prendrais celle-ci, par exemple, je sais pas, on va dire que c'est 5, 6, 7, 8, 10 créas
Je ferai une sélection des premières et ensuite de ça, je lancerai tout dans un CBO broad avec toutes les créas en anglais en targetant les pays que j'ai dit avant. Ok. Et quand tu targetes tous ces pays, tu fais un shop ou plusieurs shops? Non, là, je fais un shop en anglais. Ok. Avec Shopify Market? Ouais, exactement, ouais. Ok. Donc avec les devises. Ouais, avec Shopify Paiement, du coup, Shopify Paiement, ça permet d'avoir les devises on va dire, qui s'uploadent par rapport au pays de la personne. Mais on m'a parlé dernièrement d'une app, justement, qui permet de faire la conversion sans avoir Shopify Paiement. Je sais pas si c'est toi qui m'en as parlé. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ça s'appelle Transi l'app. Et toi, du coup, Mathéo, c'est quoi un peu des tips pour une marque qui fait 200K par mois en France, qui veut se lancer aux US pour aller taper 1x10 en termes de chiffre d'affaires? Bah, je pense qu'il faut déjà être conscient qu'il va falloir avoir un peu plus de budget au niveau testing, reprendre les meilleurs créas. Reprendre les meilleurs créas. Si on a des scripts UGC français, reprendre les mêmes scripts, faire avec des acteurs américains, très important. Reprendre tout ce qui marche, retester aux US sous le même format qu'en France, et tester, puis analyser assez rapidement. Ok, quels KPI, quelles métriques sont pareilles qu'en France, quelles sont pas pareilles qu'en France, puis ajuster en fonction de ça. Ok, par exemple, il y a moins il y a moins d'attention au niveau du hook, ça captive moins, peut-être qu'il faut être plus punchy aux US, peut-être qu'il va avoir une claim plus forte. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'en France, le produit, il était un peu nouveau, on est les seuls, puis aux US, il y a plein de concurrents. C'est-à-dire que si on va pas venir discréditer les autres concurrents, ça va pas marcher. Donc après, analyser par rapport à l'attraction qu'il y a au niveau des créas pour ajuster ses arguments copywriting, en fait. Et puis après, je pense, s'adapter au marché US, parce que vu que le marché US est beaucoup plus loin en termes d'expérience, en fait, eux, ils ont beaucoup de facilité à se positionner comme étant premium très rapidement. Donc, c'est-à-dire, eux, presque, ils trouvent un produit. Je suis même pas sûr qu'ils le testent avec des mashups. Ils vont directement, des fois, brander, directement avoir déjà leur boîte, etc., envoyer à des content créateurs du GC. Et du coup, sur leur site, tout va paraître premium, tout va être super stylé. Donc, je pense que avant d'aller sur le marché US, au moins ayez brandé le packaging, ayez votre marque sur le packaging, ayez 2-3 personnes qui peuvent tenir le packaging et justement montrer que c'est une vraie marque, parce que les Américains sont super éduqués et en plus de ça, ils sont super chauds au niveau chargeback, litige, etc. Donc si en fait ils reçoivent un produit qui n'a pas la même gueule que sur le site, ils vont se plaindre direct, parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont une app, genre pour faire le litige, c'est genre un clic, c'est plus facile de faire le litige que d'acheter sur un site internet. Donc, ils ont le litige super facile. Mais par contre, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que sur les US, c'est moins brandé qu'en France. Je trouve que tu as des sites, des landing pages qui font des millions, qui sont plus dégueulasses, mais juste au niveau du copywriting. Okay. Et les clients US sont moins exigeants par rapport à ça qu'en France. Ok. Je sais pas si tu es d'accord, mais... Moi, c'est pas ce que j'ai analysé, mais je pense que tu as aussi... Ça dépend des niches. Tu as une autre connaissance. Niche beauté, par exemple, non, là, ils sont beaucoup plus beaux, c'est bien fait. Mais d'autres niches, comme la niche santé, par exemple, ils ont des badges très basiques qui vendent à des gens de plus de 50 ans. C'est que le branding n'a pas forcément une grosse impact. C'est plus le copywriting. Ok, je comprends. Ok, en termes de produits de santé, etc. Ouais, ça dépend des niches. Je te rejoins. Mais moi, j'avais l'impression, justement, pour partager aussi avec les personnes qui nous regardent, ce que j'ai cru comprendre en fait que ce qui se passe maintenant sur le marché américain et ce qu'il faut qu'on arrive à amener sur le marché français, ça demande un peu plus d'argent, mais j'ai l'impression que en fait, eux, ils ont une capacité à brander les choses beaucoup plus vite et vraiment en fait être en semi-marque presque dès le testing. Et en fait, au final, c'est quoi d'être en semi-marque? C'est d'aller sur Upwork, tu demandes à quelqu'un de te créer un packaging sympa, ensuite de ça, tu demandes les tailles du... Enfin, tu demandes comment commander, on va dire, les cartons et les emballages, comment brander les emballages à ton agent. Et ensuite de ça, tu prends juste un MOQ de 100, 200, 300 pièces juste du packaging. Lui, il les a à son entrepôt. Et ensuite de ça, quand il reçoit les produits, il les met dans ton packaging, il les emballe et il les envoie. Et la personne qui reçoit, elle reçoit avec ton nom de marque, avec ton packaging, le même packaging qui est sur le site. Et déjà, tout va changer en fait. Et ça, c'est un investissement au final de quelques centaines, voire peut-être 1000, peut-être c'est $1000 en fait. Et c'est un truc qui peut faire totalement changer le testing, à mon avis. Et je pense qu'on se rapproche de ça. Et moi, en tout cas, ce que j'ai analysé sur le marché... $1000 dans quoi comme dépense? Par exemple, juste le fait, on va dire, tu payes un designer pour te faire un packaging, ça va être peut-être, allez, tu fais un truc cool, peut-être $250-300. Bon, avec l'IA, tu peux avoir des trucs pas chers, mais... Ouais, mais c'est juste qu'en fait, vu qu'après, tu dois faire toute l'impression, moi, je préfère travailler avec les designers parce que comme ça, ils vont vraiment te mettre les trucs, pas après que quand le chinois, il te l'imprime, que l'agent, il te l'imprime, ça fasse quelque chose qui est pas bien fait, que j'ai jamais utilisé designer. Ah ouais? Depuis le début tous du les business. packagings que tu as fait, tu n'as pas de designer? Tout moi. C'est toi qui as fait les designs? Ouais, ah, okay. Depuis le début. Mais là, on est en train de regarder pour un designer. Ouais.
Moi, j'ai toujours Attends, pris sur pensez. Upwork $300 un packaging. Et Avec Canva ou l'IA, maintenant, tu as des trucs qui sont Ok. assez Moi, je fais avancés. tout IA. Et là, j'ai un gars qui fait des petits mock-ups à chaque fois que je lance aux US. J'aime bien avoir un petit mock-up. Ok. Mais ouais, Vous avez déjà fait imprimer vos propres cartons, etc., vos propres boîtes, et c'est tout vous qui aviez fait? Ok, d'accord. Moi, j'ai toujours passé par un designer. Même, tu sais, pour moi, chacun sa zone de génie. Les designers, ils sont là, ils savent Ouais, tout ce qu'il faut qu'il y ait totalement. sur les packaging. et $1000, ça me paraît Non, mais c'est 300 très dollars. coûteux, quoi. 300 dollars justement pour le packaging. Ok. Et puis ensuite de ça, le reste du budget, je dirais c'est 2-3 créatrices UGC peut-être pour que tu puisses placer Ok. un peu le produit. Et ensuite de ça, le MOQ que tu auras avec l'agent, quoi. C'est-à-dire si c'est 100 pièces de carton, tu auras tes 100 pièces de carton. C'est ça. Moi, ce que je faisais, c'est que je demandais un packaging, un template déjà fait de aspirant. Ok, vous avez des exemples, il me donnait l'exemple, je mettais sur Canva. Du coup, tu pouvais éditer l'exemple. Puis après, j'adaptais selon mon image. Et puis après, je m'inspirais. Pour Apple, ok, c'est style Apple, je vais faire un format pour mon produit un peu similaire à Apple. La boîte arrondie, assez lourde, enfin assez massif. La boîte qui s'ouvre comme ça, un design minimaliste. Et je faisais simplement comme ça. Moi, je trouve que c'est là que ce business il devient cool en fait. C'est quand tu commences à amener ta créativité dans le packaging, dans le produit, et que vraiment ensuite de ça, tu viens créer vraiment de la valeur, quoi. Et au final, c'est vrai qu'on entend des fois les gens en interview, j'ai développé mon produit, j'ai fait les choses, mais au final, il ne faut pas non plus trop idéaliser. La plupart des gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un packaging, c'est qu'ils ont peut-être changé 1 ou 2 trucs sur le produit, mais ce n'est pas des trucs genre où ils ont eu besoin d'avoir un ingénieur. Ils ont simplement développé 2-3 choses, ils ont amélioré, et ensuite de ça, ils ont leur propre produit. Mais c'est juste pour que les gens de l'audience, ils sachent aussi que c'est à la portée de tous, il faut juste le faire en fait. 100%. Après avoir validé déjà. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je suis en train de me tâter à mettre dans mon process de testing très rapidement le packaging qui part direct, les cartons, que ça soit direct mes cartons. Pas le produit brandé intérieur, mais que le packaging, le carton soit le mien. Ah oui, ça, presque à tous les testings. 100%. Pas au testing, mais une fois que tu fais ton test en phase d'optimisation, Ouais. ça peut être en semaine 2 C'est déjà ça de le exactement. faire. Ouais. Semaine 2, tac, tu as Ouais. déjà ton truc qui part. Ouais, 100%. Totalement. Moi, mes conseils, sinon, c'est tout ce qui est sur l'AOV. Parce qu'en Europe, tu peux t'en tirer avec un AOV peut-être un peu plus bas. Parce que la concurrence, beaucoup moins de concurrence, CPM beaucoup moins élevé. Mais aux US, faut savoir une chose, c'est que les gens, comme tu as dit, effectivement, bon, ça c'est un point négatif, ils ont la chargeback rapide, donc ils font beaucoup de litiges. Mais à côté, c'est qu'ils ont la carte, ils ont accès au crédit, etc., comme on a vu la semaine passée avec Alex. Et justement, l'AOV peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que... C'est un fact, il est plus élevé qu'en Europe. Et du coup, il faut profiter. Moi, à chaque fois que j'ai scalé sur ma page produit, j'avais mis des images et tout en mode family pack, etc. Ils achètent plus. Donc, pas hésiter à faire un AOV bien plus élevé, bosser justement sur un paquet qu'ils vont acheter, une offre qui convertit avec un bundle. Parce que comme ça, vous allez pouvoir concurrencer les gros e-commerçants aux US. Parce que si vous arrivez avec votre petit AOV à 20, 29 aux US, vous allez vraiment pas faire long feu. Mais c'est vrai ce que tu dis, c'est même culturel. Indispensable. Mais en fait, c'est ce qu'il dit même, c'est indispensable. Un petit AOV aux US, c'est impossible en fait. Mais c'est même culturel, c'est ça qui est intéressant, c'est que, l'autre fois j'ai fait une escale à Londres, donc au UK. Fais vite. Et en fait, non, mais c'est par rapport au... Et en fait, j'ai analysé dans les magasins, et tu vas dans un simple kiosque, et tu as des offres, 1 acheté, 1 offert, 2 achetés, 3 offerts. Et ça, en fait, c'est des choses, par exemple, en France ou en Suisse, on voit très rarement. Eux, c'est culturel, en fait. Ils sont dans un truc où c'est normal pour eux d'avoir des offres, c'est normal pour eux de consommer. Et en fait, ça m'a fait un petit tac. Ah ouais, il faut s'adapter aussi au marché. Et comme tu disais souvent, les offres du marché, c'est ça qu'il faut faire. Totalement. Donc, vraiment, AOV, quand tu arrives sur la page produit, un max d'upsell, de petits bumps d'upsell, ne pas hésiter à faire de l'abonnement et surtout tout ce qui est après l'achat, les upsells. C'est aussi, moi je me rappelle quand j'ai scalé fort aux US plusieurs fois, à chaque fois on avait un flow d'upsell à non pas finir. Le client est pressé, non il y avait encore un upsell, il est pressé, non il y avait encore un upsell, il est pressé, oui il y avait encore un autre upsell. Et ça fait toute la différence, ça fait vraiment une différence. Ensuite aussi c'est analyser plus la concurrence. Donc par exemple on a une marque en France ou en Allemagne qui scale bien. On va pas se lancer aveuglément aux US. On va devoir avoir peut-être des acteurs, des accents différents et surtout analyser dans votre niche la plupart des concurrents, analyser qu'est-ce que eux
fonctionne, quel type de créa fonctionne, et derrière les créas, pourquoi ça fonctionne, parce qu'en fait, vous avez peut-être une raison qui fait que ça fonctionne en France, mais ce ne sera pas la même aux US. Donc super, super important d'analyser, comme vous avez dit, la concurrence. Donc ça, c'est pour le marché des US. On a une autre personne qui demande, est-ce qu'on va upload les podcasts sur Spotify? Effectivement, on va le faire. Premier lien dans la description. Vous avez simplement notre lien Spotify, mettez 5 étoiles et en échange, on vous donnera 5 produits winners qui cartonnent avec leur créative également. Mettez dans les commentaires quand vous l'avez fait. On fait la confiance ici. Hein. On trust. J'ai une question de Marvin. À partir de combien d'impressions sur une publicité les résultats sont-ils statistiquement pertinents pour une analyse? Donc, et aussi, je pense, après combien de spend il voulait dire. C'est vrai que c'est une question super puissante. J'ai eu énormément de personnes qui me l'ont posé presque au quotidien. À partir de quand j'analyse ce que je lance en testing? Vous, c'est comment votre stratégie? Vous analysez après combien de temps? On a un calculateur, parce qu'en fait, 2000 impressions aux US n'est pas pareil que 2000 impressions en France, vu que le CPM est différent. Du coup, j'ai un calculateur, je pourrais peut-être le mettre là. Faudrait que je vérifie avec mon équipe si c'est OK. Mais on le mettra. Non, si on peut, on le mettra. Donc ça calcule en fait quel est le bon budget pour tester des créas selon le CPM moyen et le nombre d'impressions qu'il faut. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas regarder en termes de budget, mais plutôt en termes d'impressions. Donc très smart comme question que je ne pourrais pas répondre avec des chiffres exacts parce que ça dépend du marché des CPM, etc. Moi, personnellement, je regarde toutes les 24 heures. Et principalement, je vais regarder CTR. Pour moi, CTR, c'est déjà quelque chose qui donne beaucoup d'informations sur la créa, si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Et ensuite de ça, je vais regarder les CPC, les coûts par clic. Donc, combien est-ce qu'on a besoin de dépenser en fait, pour que quelqu'un clique sur notre lien? Si les créas sont très bonnes, on doit dépenser peu. Et je dirais un bon CPC, il est entre, allez, soyons fous, 0,30 et 0,70, 80. Et si les CPC sont pas bons, c'est que les créas sont pas assez bonnes. Si les CTR sont pas bons, c'est que les créas sont pas assez bonnes. Et du coup, il faut simplement refaire des créas, retourner des créas et voilà. Les deux métriques que j'analyse personnellement. Totalement. Pareil pour moi, je vous rejoins les deux. Ça dépend vraiment d'énormément de métriques. Ça dépend du marché, de l'AOV, parce que tu vas pas tester, tu vas pas analyser un produit qui vaut 300 à la vente et un produit qui vaut 30 € à la vente au même moment. Donc, le produit qui a un énorme AOV, il va falloir spend beaucoup plus avant ne serait-ce qu'une petite analyse. Et dans ton calculateur, il y a quoi exactement? Je le mettrai là si c'est bon. Je le mettrai comme ça. À savoir une chose, c'est qu'on a dépensé énormément en formation. J'ai dépensé des milliers d'euros en coaching, en formation, en accompagnement. Et ce que tu vas partager là, j'ai vu très rarement. Ouais, c'est pour ça que je dois vérifier avec ceux qui me l'ont partagé si tout est OK. Parce que moi, je peux partager. On est un peu pareil, on partage tout, mais il faut être sûr quand même que ça ne dérange pas les gens qui nous ont partagé. Parce que certains trucs qu'on paye, qu'ils nous ont demandé de ne pas partager. Donc, juste être sûr par rapport à ça. En fait, c'est vrai qu'on est dans un dilemme dans ce podcast, c'est qu'on apprend tellement de choses qu'on veut tellement tout partager, mais il y a certains trucs que des fois, on nous tape un peu sur les doigts, on nous dit de pas partager parce qu'on a payé pour ces informations et ces informations doivent rester privées. Donc, il faut que vous sachiez, en toute transparence, qu'il y a des informations qu'on ne peut pas vous partager parce que simplement, c'est du respect. Si les personnes nous demandent de ne pas le partager, on ne le partage pas. Donc, on a dit qu'on partageait tout, mais tout ce qu'on peut. Voilà, juste pour clarifier. C'est ça. Et puis après, le e-commerce, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence, on rencontre des gens et plus on avance dans les niveaux, plus on découvre des choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Totalement. Cette semaine, on a fait un mastermind. J'ai encore rencontré 2-3 personnes qui sont sur des canaux d'acquisition pas connus et qui printent un maximum et que je ne vais pas pouvoir dire vraiment pour les raisons que tu viens de mentionner. Mais il y a tellement de façons de faire 1 million par mois en e-commerce, c'est une dinguerie. Donc venez au mastermind. Voilà. Pour savoir les masterminds, il y a 2 types de mastermind qu'on parle. C'est les meet-up qu'on fait en réel sur Dubaï et après des événements mastermind, c'est plusieurs jours où c'est que là c'est immersion, où c'est que là on est que entre personnes avancées et ça aussi c'est bankers. C'est puissant, ouais. C'est très très puissant. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi j'avais une question, mais vas-y. Je propose qu'on continue le podcast. Il y a Nico qui est parti. On continue. Mais non, on continue pas. Non, mais ça pourrait être marrant, tu sais, des gens ils viennent, ils repartent, ils se posent à la table. C'est le truc super naturel, tu vois. Oui, nos gars de venir. On a une autre question de Marvin. Quelle fourchette de taille d'audience est optimale pour du testing?
Pour moi, c'est la même réponse. C'est un scientifique, Marvin. De toute façon, moi, c'est que du broad maintenant. Donc, pas une question de taille d'audience. Hein. C'est broad. Facebook va choisir qui va acheter mon produit au final. Si je suis bon, ils achètent. Si je suis mauvais, ils achètent pas. C'est ma façon de voir les choses. Pourrais-tu donner la stratégie Google Ads de Gabriel Dubois et il fait... Pardon. C'est quoi cette question? Regarde. Je suis mort. Ça, on pourra regarder dans le montage. On a une autre question de You. Salut, comment passer l'étape pour stabiliser ses ventes dans les marchés européens, notamment en France, durer dans le temps, que nos ads soient toujours pertinentes et attirantes? Pour moi, c'est faire des itérations, toujours avoir aussi un œil sur ce qui se fait aux US, et ça va beaucoup aider. Est-ce que vous avez d'autres... Je déteste le mot stabiliser, c'est pas le bon terme. Comment scaler, plutôt, c'est mieux. Parce que si on veut stabiliser, c'est le premier point pour être dans la norme. Et ouais, je te rejoins sur ce qu'a dit. Ouais, déjà changer de mindset, il faut faire mieux, faire plus, voire plus grand. Il faut itérer un maximum. Ta crack, elle est winneuse, ok, tu vas tout décortiquer, tu vas tester plein de hooks différents, plein de messages, d'autres messages différents, plein de visuels différents dans le hook. Tu vas venir itérer ton script et tu vas venir bombarder de créatives. Mais ça, c'est ce que tu as dit, c'est une règle de la nature pour moi. C'est soit les choses se dégradent, soit les choses s'améliorent. Il n'y a pas de middle, quoi. Il y a ça dans tout. Quand tu veux le middle, en règle générale, tu vas être plutôt vers le bas. Exact. Ok, et moi sinon j'ai aussi ne pas hésiter à tester d'autres canaux d'acquisition. Parce qu'une personne qui est par exemple que sur Google, j'en connais de plus en plus qui sont que sur Google, passe à côté d'énormément d'argent à ne pas faire un Facebook catalogue plus retargeting. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ils se disent, ok, ça fonctionne pour moi Google Ads, je vais faire que du Google Ads, j'optimise à fond Google Ads, mais le coefficient peut être très intéressant à venir peut-être un peu mettre du retargeting à Facebook et autres. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, c'est un dilemme. C'est un dilemme où que, je sais pas comment on formule la phrase, mais c'est que beaucoup de personnes s'y confrontent. C'est que il faut avoir un domaine d'expertise, puis après il faut se dire, ok, est-ce que je veux scaler mon produit, ma brand? Et si oui, là il faut ouvrir d'autres canaux d'acquisition. Et si je veux faire juste du cash, est-ce que je scale horizontalement tous mes Google Ads, tous mes Facebook Ads avec plein de produits différents, ou ça vaut la peine d'ouvrir des canaux sur mon produit? Ça, c'est vrai que c'est un dilemme, c'est pas facile à répondre. Ça dépend de la vision, comme on a parlé avant. Si tu as une vision où c'est que tu veux faire une marque plus loin, là, il faut ouvrir les canaux. Ça va être assez simple, quand tu ouvres un canal, de faire de l'argent au départ, que d'aller plus en profondeur sur un canal. Après, je pense que en étant dans un canal, il ne faut pas non plus idéaliser les autres canaux. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est que par exemple, on est expert en méta, et puis on va rencontrer quelqu'un qui nous parle de Google, et tout d'un coup, on va avoir une idéalisation de ce qu'est Google. Et du coup, des fois, ça peut être aussi un piège de faire un peu méta, faire un peu Google, faire un peu TikTok, faire un peu de tout, essayer Pinterest, parce qu'au final, on est un peu bon dans rien. C'est qu'on va un peu partout. Donc c'est vrai que moi, j'ai eu cette problématique aussi, surtout il y a quelques années, où j'avais envie de tout faire, tous les canaux d'acquisition. Et finalement, là, ce que j'ai décidé, en tout cas, c'est de me focus sur ma zone, on va dire, de génie, méta, travailler mon marketing selon les codes de méta. Et ensuite de ça, si j'ai la possibilité d'ajouter un petit peu de bonus avec d'autres canaux, je le fais, mais toujours avoir une source d'acquisition principale, selon moi. C'est très propre. Et justement, comment on fait, par exemple, comment vous choisissez de plutôt scaler sur d'autres marchés ou plutôt ajouter d'autres canaux d'acquisition sur un produit? Par exemple, vous faites 10 KD avec Meta en France. Est-ce que vous allez essayer de taper les 10 KD aussi en Allemagne? Est-ce que vous allez essayer de taper les 20 KD en France en ajoutant TikTok, en ajoutant Google? Quelles seraient les étapes à faire selon vous quand vous faites 10 KD en France avec Meta Ads? Beaucoup de personnes nous regardent, sont à ce stade actuellement. Est-ce que vous y a un coefficient temps argent plus rentable à aller scaler et dupliquer ça en Allemagne, ou essayer de grappiller sur TikTok, Pinterest sur le même marché? Excellente question. Tu veux y aller? C'est une très bonne question, comme tu l'as dit, et qui va être assez difficile à répondre parce que les deux voies peuvent amener de l'argent. En fait, tu peux faire que du méta, dupliquer sur plein de marchés différents et tu vas faire plein d'argent. Ça demandera peut-être juste un peu plus de temps, mais c'est un process de traduction et d'expansion, ça va. Et tester sur les canaux, pareil. Donc pour moi, c'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est tu peux faire tout ensemble. Nous, par exemple, là, on veut scaler une marque
Et j'ai fait une analyse des concurrents. Donc, je suis venu analyser tout ce que font les concurrents, tous les canaux sur lesquels ils sont, les chiffres d'affaires qu'ils font, les équipes qu'ils ont, toute leur équipe. Et je suis en train de croiser, en fait, par rapport aux top marques, qu'est-ce qu'elles ont, qu'est-ce que j'aurais pas, par exemple. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, les top marques, elles ont tous des comptes organiques très élevés. C'est-à-dire, elles ont tous des Instagram, des TikTok, des LinkedIn, des YouTube avec beaucoup d'abonnés. C'est ce qui différencie les top marques qui font plus de 5M le mois des autres. Et moi, j'ai jamais fait d'organique. Donc là, je vais penser à mettre en place de l'organique. Donc mettre en place un process. Et ensuite, j'ai listé tous les canaux d'acquisition qu'on pourrait tester et j'ai trié par niveau d'impact. Et niveau d'impact, c'est pas moi qui les invente, c'est en fonction des marques, mes compétiteurs et aussi d'autres marques, l'argent qui peut se faire là-dessus, quel impact peut amener un canal. TikTok Shop, par exemple, énormément d'impact, il faut mettre du focus dessus. Et après, pareil pour les marchés. Les marchés, ok, l'Inde, le Japon, les Émirats, ok. Au niveau d'impact et difficulté et temps, quel est le niveau de focus. Puis en fonction de ça, on va essayer de se mettre où c'est qu'il y a le plus d'impact et que ça demande le moins d'efforts possible. Excellent. Et quand tu as parlé d'analyser l'équipe des concurrents, tu regardes que sur LinkedIn pour voir quels membres d'équipe ils ont ou tu as d'autres... Il me semble que j'avais un tool. Là, actuellement, j'ai utilisé sur LinkedIn et ChatGPT. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a des tools qui permettent d'extraire ces informations. Mais ça, c'est un très très bon point parce que tu soulèves parce que beaucoup de personnes, quand ils arrivent à 300 cas par mois par exemple, ils se disent ok, j'ai besoin de qui dans mon équipe. Et en fait, un glitch très puissant, c'est justement d'aller, comme tu as dit, sur LinkedIn, parce que quand tu vas sur LinkedIn, par exemple, vous mettez Do Nails, une marque de ongles en Allemagne qui scale très fort, on voit, ok, ils ont un creative stratégiste, ok, ils ont quelqu'un qui s'occupe du SAV, ils ont même plusieurs personnes, ok, ils ont tel pôle, et ça vous donne des idées pour scaler votre propre marque et ensuite attaquer plus de marchés plus facilement. C'est vrai que au final, le business, c'est un peu comme la guerre. Et on peut voir des grands chefs de guerre, un peu comme Napoléon, comme ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'aller attaquer ou envahir un pays? Ils analysaient l'armée inverse. Au final, c'est la même chose. C'est contre qui on se bat, en fait. Totalement. Sun Tzu, l'art de la guerre. Une autre de Neil Lacombe. Comment rencontrer des personnes avec qui s'associer en e-commerce? Pour moi, mastermind, meetup, acheter des formations, parce que souvent dans les formations, et ça c'est le glitch qui m'a fait scaler mon réseau à mes débuts, quand tu achètes une formation, souvent il y a un espace membre, un réseau, et là tu peux réseauter rapidement. Tu vois aussi ceux qui postent des screenshots, ensuite ils sont accessibles, tu peux leur demander toutes les questions que tu veux pour commencer à scaler comme cette personne-là, et échanger. Et justement quand on est sur ces espaces membres, pour moi le glitch c'est d'aider un maximum les autres quand ils ont des choses où c'est que vous avez eu de l'expérience, parce qu'après il va être pote avec vous et puis vous allez pouvoir échanger dans le monde du e-com. Après, il faut faire attention, je trouve, avec les associations, parce que souvent c'est un sujet où les gens veulent s'associer, etc. Et je pense que le mieux, c'est de commencer tout seul, vraiment d'acquérir les bases solo, de comprendre, d'avoir ses premières réussites tout seul, et ensuite de ça s'associer. Et surtout, une association, c'est comme un couple. Ça veut dire que quand on se met en couple avec quelqu'un, on regarde comment la personne est, quels sont ses principes, et aussi quelle est sa vision. Surtout, on parlait beaucoup de vision dans ce podcast. Et je pense que c'est très important d'avoir une vision en tant qu'associé, en fait, et d'avoir une vision vers là où on va, pour vraiment pouvoir se multiplier, parce que c'est ça le but en fait d'une association. Une association, elle n'est pas là en fait pour nous sauver. On ne va pas s'associer avec quelqu'un en se disant cette personne, on va idéaliser la personne et se dire cette personne va nous sauver. C'est une association, c'est que c'est deux personnes qui se rencontrent pour faire plus. Et je trouve que les associations, c'est comme les couples. Il y a des associations qui fonctionnent, des associations qui fonctionnent pas, des associations toxiques, des associations saines. Et il faut faire très attention, selon moi, avant de s'associer avec les gens, de pouvoir analyser, voir, observer, pour ensuite de ça se dire « Ok, je vois qu'il y a quelque chose à faire, je vois que ça peut m'amener quelque chose ». Pas aller trop vite, toujours prendre un temps de recul et toujours se poser la question « Est-ce que c'est en adéquation avec ma vision à moi déjà ?» Voilà les conseils que je donnerais aux gens. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que si on s'associe pour avoir moins de dollars, ça va être plus fun, c'est une mauvaise chose. Il faut s'associer pour faire un plus 1 égale 4. Et non pas parce que, ok, ça va être plus cool de s'associer. Et ouais, comme tu soulèves, d'être conscient qu'une association, c'est bien plus que juste du business. Il
faut être accordé par rapport à la vision de l'autre, par rapport aux valeurs de l'autre. Et un truc qui arrive souvent et qui cause beaucoup d'échecs dans les associations, beaucoup de frustration, c'est que les deux veulent du 50-50 et que les deux fournissent le même effort, sauf qu'il y a des perceptions différentes des deux côtés. C'est-à-dire que toi, ta perception d'effort, tu penses, ok, moi je suis dans le business juste parce que j'ai plus d'expérience, j'amène du cash flow, je mérite mon 50-50. Et l'autre, elle va se dire, ok, c'est au niveau du temps. Et c'est ça qui fait beaucoup de problèmes dans les associations, c'est qu'ils ont des perceptions différentes de la valeur qu'ils apportent dans l'entreprise. Donc pour moi, les meilleures associations, c'est quand tu poses clairement qu'est-ce que l'autre va apporter, et c'est ok, et que les deux sentent win-win. C'est tout. Après, si on regarde les grandes associations qui sont dans le monde, en fait, dans les plus grandes boîtes, ça, je le lisais dans un tweet dernièrement, qui disait que dans toute association, les meilleures associations, il y a un marketeur et tu as un operator, donc une personne qui s'occupe du back-end et tout l'aspect technique, et une personne qui s'occupe de vendre. Et ce type d'association, ça peut être aussi intéressant justement pour avoir des gens qui viennent baquer peut-être nos zones d'ombre, parce que les gens très très bons en marketing, très créatifs, sont des fois pas très bons pour, on va dire, calculer tout ce qui est argent et faire en sorte en fait que tout soit carré et structuré. Et vice-versa, les gens qui sont très bons pour calculer et structurer sont peut-être pas très bons en termes de créativité. Et justement, il peut y avoir une super cohésion à ce niveau-là. Alors que deux marketeurs ensemble, ça peut partir dans tous les sens. Et puis au final, ça peut aller à la lune, mais ça peut aussi se cracher en route. Et deux opérateurs qui sont ensemble, au final, ils vont se regarder, ils vont essayer. Ils ont rien. En fait, ils n'arrivent pas forcément à créer de l'attraction vers leur entreprise. Donc c'est. Certainement. Ils vont faire. Ouais, non, je vais pas dire ça. Vas-y, dis. Après, on coupe au pire, vas-y, dis. Deux opérateurs, ils vont juste faire en sorte que les comptes soient parfaitement, que la compta est parfaitement bien gérée, mais ils font 10 000 de chiffre d'affaires par mois. Et du coup, il faut ce côté créatif qui va rêver grand, qui va tout exploser, et puis ensuite, le mix, il est parfait. Ça serait intéressant de mettre en commentaire si vous pensez que vous êtes marketeur ou opérateur. Peut-être que vous allez pouvoir échanger et trouver votre associé dans cette vidéo. Ça peut être intéressant de mettre. Déjà, de juste se poser la question. Ouais, au fond de soi-même. Ouais. Vous définirez comment pour vous, c'est quoi un marketeur et c'est quoi un opérateur? Un marketeur, c'est plus simple à répondre parce que moi, je pense que je suis un marketeur, si on peut me catégoriser comme ça. Donc, je pourrais te répondre par rapport au marketeur. Mais par rapport à l'opérateur, comment vous répondrez comment savoir Pour moi, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est back-end. Donc, c'est-à-dire de tout ce qui est compta, chiffres, tous les process qui est en place dans la boîte. C'est quelqu'un qui va structurer les choses beaucoup, qui va faire en sorte en fait que la maison tienne. Et le marketeur, c'est le vendeur, quoi. C'est la personne qui va aller, qui va savoir quel trick marketing il faut utiliser, comment parler aux gens. En fait, c'est ça selon moi. Moi, je pense pas que c'est inné. Je pense que c'est juste en fonction de ce qu'on apprend, puis après ce qu'on aime faire. Et puis après, plus on pratique ce qu'on aime, plus on devient ce qu'on vient. Moi, je pense que j'aurais pu être dans les deux. Simplement, là, je suis plus marketeur, on va dire, parce que c'est ce qui m'a passionné. Je me suis un peu plus formé là-dedans. Du coup, on va dire, je me catégorise là-dedans. Mais je pense pour redéfinir le contexte, c'est pas une identité. Vous n'êtes pas marketeur opérateur. C'est simplement en fonction de vos qualités, quel rôle est le mieux pour vous. Si vous êtes très doué à organiser les choses, à bien structurer, à avoir des process précis, que ça fonctionne et que ça marche quand vous appliquez des choses, vous êtes un bon opérateur. Et si vous êtes plus créatif, que vous avez étudié le copywriting, que comprendre comment vendre, ça vous parle plus, que vous avez étudié plus côté marketeur. Ouais. Mais les deux ont le même niveau d'importance au final. 100%. Ouais. Moi, j'aimerais parler aussi d'un point qui est souvent laissé par les formateurs, personne vraiment en parle, et c'est un point qui est au moment où les personnes commencent à avoir les premiers résultats, même quand on commence à scaler, les processeurs de paiement peuvent commencer à sauter. C'est-à-dire que je pense qu'on s'est tous fait bloquer le PayPal, le Stripe. J'ai eu des 700K bloqués sur Stripe, j'ai eu des 200K bloqués sur PayPal, et c'est quelque chose qu'on entend très peu parler. C'est quoi vos setups et vos solutions aussi Moi, je pense qu'avant tout, il faut se mettre à la place des processeurs de paiement et comprendre peut-être leur logique à eux, et en fait se demander comment est-ce que je peux m'adapter à eux pour qu'ils acceptent de travailler avec moi. Donc en fait, moi, le premier conseil que je donnerais aux gens, donc déjà ça c'est pour les gens débutants, mais
c'est vraiment de scaler gentiment, petit à petit. Donc, c'est-à-dire de ne pas forcément mettre toute la sauce tout de suite. Et ensuite de ça, d'établir vraiment un lien de confiance avec PayPal, avec Stripe, avec les différents moyens de paiement en fait, avec qui on veut travailler. Et ça passe par quoi? Ça passe que de toute façon, il va y avoir des demandes d'informations à un moment ou à un autre. Ces demandes d'informations, il faut qu'elles soient remplies le mieux possible. Donc, si vous avez un opérateur dans votre équipe qui est quelqu'un de l'admin, qui est quelqu'un qui va être très précis au niveau de tout ce qui est chiffres et admin, mettez-le sur cette tâche parce que c'est une personne qui va faire des documents, des dossiers, qui va même pouvoir brander en fait vos résultats de compte. Et plus vous allez avoir l'air d'une entreprise sérieuse et professionnelle, plus ils vont être d'accord de travailler avec vous. Et c'est ça que j'ai pu remarquer, c'est que certains comptes, moi je me suis fait je me suis fait bloquer les comptes parce qu'aussi on scalait comme des porcs, on en avait rien à faire, le processus n'était pas rodé. Mais si on travaille avec des bons agents qui ont des bons tons de livraison, que le produit est de qualité, que quand ils nous posent des questions, on répond rapidement, etc. Pour moi, on peut travailler avec les processeurs de paiement sur un aspect long terme. 100%. Je pense qu'il faut juste comprendre le processeur de paiement et se dire que tous les blocages qu'on peut avoir, on peut les éviter, du moins éviter grandement des blocages si on a juste une marque. Par exemple, si on commence avec une marque, paie mon processeur, on est carré, on fait toutes les choses bien, on aura peu de blocages. Du moins, si on a des blocages, on peut vite faire sauter. Tandis que ça va être plus problématique quand on a plusieurs drops. C'est ça qu'en fait, les paiements processeurs ont de la peine, c'est quand tu as plein de boutiques, pour toi, c'est bancal. Donc en fait, elles ont des phares, des alertes, quand elles voient que tu fais rentrer de plein de boutiques différentes de l'argent. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est-à-dire que quand tu commences, tu as plusieurs boutiques, ça ne va pas être le même conseil que si tu as une seule boutique. Et pour ça, la meilleure manière pour moi, quand tu as plusieurs boutiques, c'est Shopify Payment. Shopify Payment fait en sorte, et c'est que tu vas avoir plusieurs boutiques, c'est que tu vas avoir plusieurs comptes Shopify. Donc, tu vas être sujet à moins de blocages, si tu as plusieurs boutiques, et si tu dis Shopify Payment. Mais là encore, il faut être très carré, il faut être très professionnel. Et un autre truc que personne mentionne, que personne n'a jamais mentionné dans les podcasts, que vous n'aurez jamais vu nulle part, c'est de faire un risk assessment. Un risk assessment, c'est quoi? C'est que si tu as un blocage, tu fais un document. Il y a des personnes, des avocats qui le font pour mettre le contact, ou donner le contact si les gens demandent. C'est quelqu'un de professionnel qui va venir analyser ton entreprise et montrer au paiement processeur que tu n'as pas de risque. C'est-à-dire, il va venir analyser, OK, voilà l'entreprise, voilà comment ils sont sérieux, voilà leur équipe, voilà, ils font des stocks, pas de stock, peu importe. Ils ne représentent pas de risque. Et en gros, c'est ça. Et ça, c'est le gros glitch. Nous, on a fait ça et on peut tourner avec un Stripe, c'est qu'on est aux US, à plus d'1% de litige. Et depuis une année et demie. Avec plus d'1% de litige. Après, aux US, 1% de litige, c'est correct, parce qu'ils sont tellement... Ouais. Mais après, il y a aussi un gros point qu'on n'a pas mentionné ici pour moi, qui est la SAV. Ayez une bonne SAV. C'est-à-dire que pour moi, la SAV, et c'est pour ça qu'on en parlait dans le dernier podcast ou de l'avant-dernier, pour moi, c'est le premier poste à déléguer, et c'est un poste à déléguer avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Parce que pour moi, le pôle SAV, c'est le pôle qui va faire en sorte que tu sois un gros business ou que tu sois un business qui est dans la merde. Je m'explique, parce que si tu as une mauvaise SAV, tu vas avoir tout qui pète. Les gens, ils n'ont pas de réponse rapidement. Tu as PayPal, tu as les litiges, parce qu'en fait, les clients, c'est des gens comme nous, des humains. Et en fait, simplement, s'ils ont une réponse de quelqu'un d'intelligent qui leur répond par rapport à leurs problématiques et pas qui leur envoie un template comme ça, vite fait, parce qu'il y a un template qui correspond un peu au cas et qu'en fait, tu as l'impression de parler avec un robot. Moi, personnellement, si j'ai un litige avec une société et que j'ai l'impression qu'on me parle comme un robot, ça me rend fou. C'est-à-dire que je peux partir dans un délire où j'ai envie de les anéantir parce qu'en fait, je me sens pas respecté et je vis ça comme une injustice. Par contre, si j'ai une société qui me dit, écoutez, on a eu un petit problème, tout va être géré, votre cas est pris en charge, là, je vais être en mode, ah d'accord, ok, c'est cool, il parle avec moi, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est juste comprendre ça et c'est assez simple, mais en fait, on est tellement focus sur faire de l'argent que souvent, on oublie que la structure et la base des choses, c'est aussi super important. Ouais, super, super, super important. Faut savoir que sur toutes les boutiques où c'est qu'on scale automatiquement, et même en fait en testing, on a un flow pour rassurer les clients. Parce que pour toutes les boutiques en drop, le client ne reçoit pas le produit le lendemain. Et du coup, on a un flow Klaviyo qu'on met pour calmer les clients. Ce jour-là, day 3 après la commande, il y a cet email-là, day 5, day 6, etc. Et j'ai un flow ultra précis. Je pourrais le mettre aussi dans les commentaires. Et tu pourras mettre une vidéo aussi qui explique. Parce que des fois, je pense que si on met juste le flow, déjà, bon, c'est énorme de mettre juste le flow, mais
j'ai peur que certaines personnes aient besoin juste d'un peu d'explication. Donc, est-ce que tu penses qu'on pourrait mettre une vidéo? Ouais, je vais mettre une vidéo d'un membre de mon équipe qui explique tout de A à Z pendant 1 heure, enfin un peu moins d'1 heure, implémenter les flows sur la boutique de A à Z. Le SAV, c'est super important parce que, en fait, personne n'en parle. En fait, même dans les formations qu'on peut prendre, dans les accompagnements, c'est très rare, en fait, qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Ok, ta SAV, tu dois la structurer comme ça. Dès que tu as un certain nombre d'emails, engage une nouvelle personne. » C'est pas sexy. C'est pas sexy, mais non. c'est une des pièces maîtresses du business, en fait. Et pour moi, il y a une grosse... Enfin, c'est ma grosse erreur. Et je pense que beaucoup d'e-commerçants font la même erreur. C'est qu'on se concentre que sur le marketing, puis on oublie que le centre du business, c'est l'expérience client. Si tu prends... Moi, j'ai encore fait cette réflexion, parce que j'étais en hôtel ce week-end dernier à Abu Dhabi. Et en fait, si tu n'apportes pas une bonne expérience client, quand tu as des hôtels, c'est que c'est très compétitif, ben, tu survis pas. Et c'est la base. Tu vois, tu dois apporter la meilleure expérience client possible. Et c'est ce qui fait les bons hôtels des mauvais hôtels. Et en e-commerce, on se concentre que sur le marketing, comment vendre. Alors qu'on devrait, une fois que tu sais vendre, se concentrer un maximum sur l'expérience client. Parce que quand tu as une expérience client exceptionnelle, ben après, tu vas faire beaucoup plus de ventes en organique. Une personne va parler à une personne, alors 2 personnes, et c'est comme ça que tu construis des business sains. Et ça, on l'oublie. C'est très puissant. Et il y a beaucoup de postes. Quand moi, j'ai fait des études de compétiteurs, j'ai vu qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui ont un expérience manager, expérience customer manager. Elle, son rôle, c'est simplement de faire en sorte que les clients aient la meilleure expérience possible. Et ça passe aussi par mettre en place des CRM dans son équipe, donc mettre Zendesk, mettre Zoho, pour que justement aussi l'équipe SAV puisse avoir tout à disposition pour faire les choses bien. Et c'est des fois un peu chiant de mettre ça en place, mais quand on l'a en place, ensuite on a juste à plugger des nouvelles boutiques dessus, les process sont clairs, et ensuite de ça, le plus important, c'est d'avoir une personne maîtresse dans sa team SAV qui gère et qui sait exactement tout comment faire, qui ensuite, elle, a la possibilité d'engager des gens quand elle en a besoin et de vraiment tout gérer. Et aussi, le plus important, et moi, c'est toujours la chose que je mets vraiment en avant dans ma SAV, c'est qu'il faut qu'il traite la vitrine avant tout. C'est qu'il traite les commentaires, le SAV. Pardon, je ne sais pas pourquoi je dis la SAV, c'est pas grave, dans ma tête, c'est comme ça. J'ai toujours dit ça. Mais bref, c'est tout ce qui est commentaires Facebook, etc. Parce que des fois, des commentaires Facebook peuvent juste anéantir des ventes. C'est qu'on voit des gens qui, des fois, peuvent vraiment péter un câble parce qu'ils ont pas reçu le produit en 3 jours. Alors que tout est bien, tout est parfait, on essaie vraiment de répondre rapidement aux mails, mais il y a des gens qui, dans les commentaires, ils deviennent fous. Et en fait, les gens lisent de plus en plus les commentaires. On en parlait déjà au dernier podcast, du coup, on va pas trop s'étaler là-dessus. Mais je trouve qu'il y a vraiment des process à mettre en place dans la SAV qui sont ultra, ultra importants. Et ce qui est aussi dur, c'est de trouver des employés qui sont vraiment dedicated en SAV. Parce que la plupart du temps, les gens font la SAV sans forcément, en fait, ils mettent du cœur et ils font ça un peu, bon, ils sont payés, on va dire, je sais pas, ils sont aux Philippines ou à Madagascar, ils sont payés 5-10 $ de l'heure, ce qui est énorme, en fait, par rapport à leur pays. Mais des fois, quand tu as envie de leur mettre le cœur à l'ouvrage, et ben en fait, des fois, tu te rends compte que c'est compliqué de trouver des gens qui vont vraiment prendre un cas, ensuite de ça, comprendre le client, ensuite de ça, prendre le numéro de tracking, aller sur 17 Track, comprendre où ça en est, est-ce que c'est toujours en Chine, est-ce que non, ça a passé la douane, est-ce qu'il y a un problème en termes de signature, est-ce que le colis a été volé, et vraiment répondre de façon personnalisée. Et comment tu t'es formé? Comment tu recommandes pour se former là-dedans moi, c'est un fait, comme j'expliquais, avec la vision des choses que j'ai par rapport à comment j'ai envie d'être traité moi personnellement comme client. Et ensuite de ça, à force d'avoir des équipes SAV et des équipes SAV, j'ai essayé d'insuffler justement cette vision aux gens. Et je continue à l'insuffler, mais c'est pas toujours parfait, malheureusement. Et c'est au-delà du fait que j'ai envie que ça soit parfait. C'est juste que des fois, tu peux pas, en tant que marketeur, tu peux pas passer trop de temps là-dessus. C'est-à-dire que ça te prend un tel temps d'énergie mentale que tu peux pas faire ça. Donc, tu essayes de déléguer rapidement parce que tu as tellement d'autres trucs à gérer que c'est chaud, en fait, le pôle SAV. Mais c'est un peu du marketing. Le SAV, c'est un peu du marketing parce que, en fait, tu dois faire passer d'un client qui est pas content à un autre état émotionnel. Et pour faire changer d'état émotionnel, il y a des frameworks, en fait. Donc, le SAV, ça peut être passionnant. Ça peut être passionnant si on le décortique. Mais en termes de loi de Pareto, ouais. c'est pas là où tu dois mettre ton focus. Ouais, exactement. Mais si je pouvais donner justement, pour moi, le meilleur conseil, juste très basique pour avoir un bon retour client, c'est qu'il faut juste que le client se sente compris et se sente gagnant. Peu importe la situation.
peu importe sa vision, lui aura une vision, il faut qu'il se sente compris et qu'il se sente gagnant dans la situation. C'est-à-dire il faut faire en sorte que de son état émotionnel qui est mauvais, qu'il se sente compris et ensuite qu'il se sente gagnant par une manière ou une autre. Parce que peu importe ce qui t'arrive, tu commandes un Apple, il se casse, il t'appelle et tu te sens compris pendant l'appel, ils disent ok, ils vont te donner une version au-dessus. De base, t'étais énervé et tu vas te dire t'es chanceux. Et il faut essayer d'apporter ça. Moi, j'aimerais vous poser la question que des fois on pose dans les podcasts, c'est qu'est-ce que vous avez appris dernièrement? Qu'est-ce que vous pouvez partager comme insight ici sur ce podcast? Si je peux amener quelque chose, c'est une expérience que j'ai eue dernièrement par rapport au fait, justement, on en parlait avant de faire un packaging. Et donc, j'ai mis un post sur Upwork, justement, pour trouver quelqu'un qui pouvait me faire un packaging. Et j'ai eu 4-5 personnes qui m'ont dit, OK, j'ai mis un petit mot qui était pour justement voir que les gens aient bien lu l'offre d'emploi, etc. Et puis ensuite de ça, les gens m'ont dit, OK, moi, je vais le faire. Il y avait le petit mot, donc j'ai commencé à regarder leur portfolio. Et en fait, j'ai regardé 2-3 portfolios et tout d'un coup, je suis tombé sur une personne qui avait un portfolio vraiment magnifique. C'est-à-dire que c'était vraiment léché, tout était super bien fait, ça correspondait 100% avec ma vision et du branding. Et je suis parti sur cette personne et après un jour de travail, cette personne m'a rendu son draft, donc la première version qui devait... Et en fait, je me rends compte que c'est impossible, mais impossible, parce que tu sens la créativité des gens, tu sens le talent des gens, que ce portfolio et que ce que cette personne me propose soit la même personne qui l'ait fait. Et du coup, je me suis retrouvé dans une situation où c'était compliqué parce que je lui ai dit, je suis désolé, moi je suis quelqu'un qui est prêt à faire que les gens s'améliorent et qui changent parce qu'on n'a pas forcément directement la même même vision. Mais quand tu vois simplement en fait que la personne c'est un scam et que cette personne ment sur le portfolio, je me suis demandé pourquoi est-ce que je suis tombé dans cette situation. Et ça va être quelque chose de très logique, mais des fois quand on est dans le rush et qu'on veut que les choses se fassent vite, c'est pas très intuitif, de constamment quand vous engagez quelqu'un, aller voir les reviews sur Upwork, de voir combien cette personne a été payée pour ses différents travaux et aussi de voir les commentaires que les gens disent. Parce que des fois, il y a plein de feedback sans review, les gens n'ont rien mis, mais quand ça s'est bien passé avec quelqu'un, on met toujours un feedback, un review. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à mettre dans le process aussi, de vraiment bien regarder les reviews. Et même quand on est dans le rush. Voilà. Et 100%, mais ça arrivé plein de fois, ça arrive très souvent. Déjà, les vidéos éditeurs, ils mettent des travaux qui ne sont pas les leurs. Les gens qui postulent, ils mettent des recommandations où ils ont travaillé dans telle entreprise et qu'ils n'ont pas travaillé. Le meilleur moyen, c'est déjà juste de contrôler au niveau des entreprises. C'est-à-dire, contacte l'entreprise, tu dis, OK, c'est qu'à postuler, que vous en pensez, recommandation ou non, puis pour t'éviter des années peut-être, ou peut-être d'énormes tracas. Et puis ensuite, la mise en essai. Moi, je mets en essai tous les bons profils qu'on sélectionne et puis là, tu le vois directement. Parce qu'il a beau être qui il veut, dire qu'il a accompli tant de choses, c'est bien beau de savoir remplir un formulaire, après tu le vois qu'on pratique. Et moi, ça m'était jamais arrivé, c'est pour ça que je suis tombé comme ça. C'est un bon tip, ouais. C'est bien. Très bon tips. Mais moi, j'ai plusieurs tips pour toutes les personnes qui veulent lancer une marque où c'est que les clients sont méticuleux et font attention aux détails. C'est de... bosser déjà sur la trust qu'a la marque aux yeux des clients dès le moment du lancement. C'est-à-dire, nous, là, on est en train de lancer une marque et on a déjà pas mal de bons avis sur Trustpilot, sur les autres plateformes, etc. Donc, c'est faire attention à Trustpilot un maximum, vraiment un maximum, parce que les marchés comme les UK, eh ben, Trustpilot, c'est primordial. Les clients, ils font vraiment attention avant d'acheter. Je crois qu'en Allemagne aussi, je ne sais plus trop les marchés exacts, mais c'est un point super important. Aussi, un petit hack que j'ai appris, ça c'est pour TikTok Ads, on a le filtre High Spending Power, qui est un filtre qui cartonne. Donc là, quand j'ai des ABO que je scale et des CBO, je duplique les adsets et je mets des adsets avec variation et je mets cette variation-là. Et souvent, ça cartonne bien. Et aussi... quand on cible les US, on a la possibilité de mettre household income, quelque chose comme ça. Et quand on sélectionne ça, il y a des résultats des très bons résultats quand je mets ça. Après, aussi, avant, on parlait de SAV. Et j'ai juste une question qui vient d'arriver. C'est comment est-ce que tu gères les retours? Est-ce que tu les renvoies directement en Chine? Est-ce que c'est 100% à la charge du client? Est-ce qu'on reprend les retours en Europe? Est-ce qu'on les renvoie nous? Si la taille n'est pas bonne, est-ce que le fournisseur rembourse?
De mon côté, le fournisseur, il prend presque tout en charge quand c'est du drop. Même quand c'est du fashion drop, je demande à ce que le client renvoie en Chine et effectivement c'est un petit coût pour le client peut-être de renvoyer, mais tout le reste après il va être renvoyé avec la bonne taille, il va être remboursé si le client veut être remboursé et si c'est une marque, il y a le 3PL en Europe ou autre, c'est pas un problème. Vous faites comment quand vous êtes en pure drop? Quand il y a un retour client, mauvaise taille, comment ça se passe? Je pense pas que je suis la meilleure personne pour répondre parce que pendant longtemps, je m'en foutais. C'est-à-dire, je regardais juste le coût que ça me coûtait au niveau retour et au niveau copywriting, ce que je mettais, la différence entre les deux. Puis la différence était tellement énorme. Par exemple, mettre une garantie 90 jours, même si le coût, en fait, au niveau, comment expliquer? Au niveau du volume de vente, ça va être tellement plus large que je mettais mon focus là-dessus. Et entre-temps, après, j'analysais, on analyse les KPI de retour, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les retours. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on a un système en plusieurs étapes pour déjà éviter qu'il y ait un retour. C'est-à-dire, on va venir proposer une première proposition au client, on en avait parlé en off, c'est-à-dire on va venir proposer, je sais plus quoi exactement, ils gardent le produit, ils ont 30% de remise, ils refusent. En premier, on leur propose, je crois, un bail du style... Ouais, un petit pourcentage. Ensuite, ils n'acceptent pas un plus gros pourcentage, ils gardent le produit. On justifie, OK, ils peuvent l'offrir à un offre, ils peuvent le garder, un proche, ils peuvent le garder, etc. Et après, s'ils refusent, là, le renvoi du produit. Mais on va venir essayer de réduire un maximum les retours. Et là, actuellement, les retours, je crois qu'ils envoient en Chine, comme toi un peu, ou dans les warehouses US ou Europe. Alors, moi, ce que je fais principalement, c'est que, alors, évidemment, que si le produit est défectueux, l'agent renvoie gratuitement. Ensuite de ça, si le client, lui, veut renvoyer le produit, la plupart du temps, ce que je vais faire, c'est que si le produit n'est pas ouvert, je vais envoyer ce produit aux UGC créateurs et à tous les gens qui me font des créas. Et je vais utiliser en fait cette perte et je vais simplement demander au client de renvoyer à l'adresse de mes UGC créateurs. Comme ça, en fait, ça fait un flow où ça envoie de France à France ou d'Allemagne à Allemagne selon la UGC créatrice. Et puis voilà, comme ça permet aussi d'avoir des nouvelles créas qui arrivent. C'est ça mon process un peu. Mais toujours après, c'est aussi au cas par cas, comme j'ai dit, on analyse le client. Est-ce qu'il est vraiment pas du tout content? Est-ce qu'il a envie de trouver un terrain d'entente? Des fois, il y a des gens... Moi, je me rappelle d'une anecdote. Le premier produit de drop que j'ai vendu, c'était un masque... luminothérapie, donc c'était vraiment les tout premiers masques comme ça qui étaient très plastiques et très solides comme ça. Il y avait tout, lumière rouge, lumière bleue, lumière verte, etc. Puis moi je vendais ce produit, c'était incroyable parce que je l'achetais $20, je le vendais genre 89 €, c'était genre Gucci, les prix, enfin je me faisais énormément de marge. Et du coup ce produit se vendait super bien, j'avais un super bon marketing, c'était surtout des personnes un peu plus âgées qui l'achetaient. Et à cette époque-là, je m'occupais moi de la SAV parce que c'était mon premier produit. Et un jour, je reçois un message sur Instagram d'une fille qui m'envoie en fait une photo. En fait, le masque, il était comme ça. Et en fait, il y avait des petits picots sur le masque. En fait, tu mettais le masque et tu avais des petits picots qui te touchaient. Et puis ensuite, tu avais la lumière qui faisait effet sur ta peau. Et en fait, elle m'envoie une photo et elle me montre qu'elle a une espèce de trou dans la peau à cause du picot. Alors, je ne sais pas si c'était un problème qu'avait eu le produit ou quelque chose qui s'était mal passé, alors que j'avais jamais vraiment de retour par rapport à ce produit. Tout était cool. Je passais avec un agent vraiment super qualitatif à l'époque qui avait les meilleures usines, etc. Paix à son âme. Ouais, lui, malheureusement, il est parti dans d'autres voies. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que le qualité avait toutes les certificats qu'il fallait, etc. Tout était carré. Et tout d'un coup, je me suis dit, waouh, c'est chaud parce que c'était quand même un sévice sur le visage d'une personne et c'était comme une mini brûlure. Et puis, je reçois ce message et je me dis, waouh, je suis vraiment dans la merde, quoi. Parce que là, tu te vois directement au tribunal à devoir te justifier. Et du coup, en fait, j'ai parlé avec la cliente, je lui ai compris, je lui ai offert un code promo de 50%. Et elle était super contente et elle a recommandé le produit. Les mecs sont trop dans la tête. Mais après, bon, je pense que c'était quelque chose, c'était une blessure, on va dire, superficielle. Okay, elle n'avait pas perdu son œil. Mais c'est pour dire que je pense que le client, plus il se fait comprendre et plus on est empathique avec lui, plus il est prêt en fait à accepter et puis trouver un terrain d'entente. Voilà, après, cette histoire par rapport
à problématique de peau qu'il y avait eu à ce moment-là. J'en ai plus jamais eu dans tous les produits de drop que j'ai fait, etc. Mais bon, c'est une anecdote comme ça parce que je m'étais quand même dit ah ouais, ça fait chier quoi. Ouais, c'est important d'être carré dans les descriptions. Nous, le pire des cas qui nous est arrivé, on vendait une tondeuse pour cheveux. On avait bien mentionné dans la product page que c'était pour cheveux, pas pour partie génitale, parce que beaucoup d'hommes voulaient aussi partie génitale. Ça, c'était un autre produit. Donc, tondeuse pour les cheveux. Et on a eu une femme, les SAV avait transmis le message, une femme qui avait commenté: je suis une femme, j'ai utilisé pour me couper les parties génitales. Mes parties génitales sont en lambeaux. J'avais traduit comme ça. Waouh. En quoi? En lambeaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme de la viande, tu vois. C'était horrible. Et puis après... Tu lui as demandé une photo. Attends, mais elle a vu l'ADS, pourquoi elle a acheté? Pourquoi elle a Toi, acheté? tu comprends pas comment la personne a acheté ou si c'est vraiment réel. Parce qu'après, moi, j'avais un peu suivi l'affaire et la dame avait plus répondu. Donc, elle voulait un remboursement. Elle a dit ouais, ok, parce que c'est en lambeaux. Et après, il n'y avait plus de suite. Donc, voilà. Mais toujours important de faire gaffe au niveau des produits. On vend des êtres humains, vendez des bons produits. Faites en sorte que vos produits n'aient pas de risque. Et moi, personnellement, je me mets jamais sur des niches où c'est que je suis pas sûr. Ouais. Ou un produit que je suis pas sûr du tout parce que c'est des vies qu'on parle. Donc, normalement, on est censé apporter un plus. Bah, c'est comme ça qu'on fait beaucoup d'argent en e-commerce, c'est qu'on apporte une plus-value. Donc ouais, faites attention aux mauvais produits. Et toi, du coup, Mathéo, tes insights de la semaine, tes nouveaux apprentissages? Qu'est-ce qui est le plus valuable que je peux partager? Ouais, je dirais, si vous avez une équipe, ça peut vous faire gagner des milliers. C'est un outil en fait simplement de tracker. Moi, j'utilisais avant un outil de tracker comme beaucoup utilisent, comme il y a sur Upwork, qui permet de faire des screenshots, qui permet de contrôler le temps, mais pas de manière ultra précise. Ce qui fait que beaucoup d'employés, on le sait, ne travaillent pas 40 heures. Ils devraient travailler 40 heures, mais travaillent effectivement peut-être 20. On ne le sait pas. Et c'est une application qui s'appelle Timestamp, qui permet de suivre précisément l'employé et de tous les fenêtres qui l'employé ouvre. C'est-à-dire, ça va venir enregistrer, ok, tant de temps passé sur l'application Final Cut Pro. T'as l'activité de la souris aussi. Exactement, t'as tout. Il y a ça sur Upwork aussi. Sur Upwork, quand tu les engages, tu peux simplement cocher le fait qu'ils doivent chaque fois se loguer et que tu puisses avoir un contrôle. Et en fait, tu vois l'intensité d'utilisation de la souris, tu vois toutes les 10 secondes les pages qu'ils ont ouvertes, et comme ça, tu vois s'ils bossent ou pas, quoi. Ouais, t'as les screenshots, ouais. Mais t'as pas le temps. En fait, c'est plus compliqué à te contrôler, en fait. Parce que quand toi, tu veux venir derrière contrôler, tu dois regarder tous les screenshots, etc. Donc toi, ça prend du temps, tandis que là, tu vois le temps passé sur chaque chose. Donc ok, tu vois le temps passé sur Final Cut Pro alors qu'il devait faire du sourcing. Bah, tu dis, ok, qu'est-ce que tu as fait? Donc, en fait, c'est ultra bien pour contrôler déjà que les employés passent pas trop de temps sur ce qu'ils ne devraient pas, et aussi pour déceler si un employé scam au niveau des heures. Mais moi, personnellement, dans ma structure personnelle, on va dire, dans ma personnalité, je déteste contrôler les gens parce que je déteste qu'on me contrôle. C'est-à-dire que je n'aime pas faire aux autres ce que je n'aime pas qu'on me fasse. Mais je suis arrivé à la finalité que des employés, tu es obligé de les traquer. Et c'est pas pour rien que dans les grandes entreprises, tu vas dans des grandes banques, etc., la plupart des gens, ils timbrent, tic, quand ils vont en pause, tic, ensuite ils reviennent de la pause, tic, etc. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et du coup, moi, je pense que même nous, dans nos sociétés à nous, même si on est plus petits que les grands, bah, il faut qu'on s'inspire des plus grands. S'ils font ça, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une logique. Même moi, j'aime pas. C'est pas dans ma vision. C'est pas dans mon why de société. Tu vois, j'aime pas contrôler les gens. Mais en fait, tu te rends compte que les gens, si tu les contrôles pas, peut-être 2 semaines ils travaillent bien, mais après, tu sais quoi, allez. Exactement, tu vois. exactement. Et comment, justement, alors bonne question. Comment vous feriez en sorte, imaginons que vous vouliez pas traquer les gens forcément, comment vous feriez en sorte pour que ça arrive le moins possible d'avoir des employés qui se comportent de cette façon dans vos entreprises? Juste s'ils respectent leurs KPI, c'est-à-dire qu'on définit des KPI, ok, c'est un vidéo éditeur, il doit sortir tant de winners, on s'en fout en fait qu'il travaille vraiment 40 heures pour sortir tant de winners, s'il arrive à en faire pendant 10 heures. Je m'en fous, tant que c'est mes KPI qu'on a définis. Donc je pense juste ça, se fier par rapport aux KPI. Ouais, mais juste pour l'équipe, moi, ce que j'ai, c'est que je préfère être cash dès le début, être plus sévère, entre guillemets, parce que si je suis gentil au début et ensuite sévère,
celui qui travaille pour moi, il peut mal le prendre, il peut le prendre personnellement, alors que dès le début, si je suis strict, si je dis, OK, ça c'est les KPI, faut absolument pas louper ça, et dès les premiers travaux, je lui dis, OK, ça va pas, ça c'est mieux à faire, bah, il saura que bah, avec moi, il faut pas rigoler. Tu vois. Et je regardais justement le founder de Nvidia, là, qui disait qu'il est très strict, il est très direct avec ses employés. On mettra un extrait parce que j'ai trouvé ça très très intéressant, et qui disait que bah, pour être le meilleur, It's just 61 years of hard work every single day. I don't think there's anything more than that. Well, let me tell you what some of the people who you work with said about you. Demanding, perfectionist, not easy to work for. All that sound right? Perfectly, yeah. It should be like that. If you want to do extraordinary things, it shouldn't be easy. Pour être dans le top 1%, tu es obligé d'être dur. Tu es obligé d'être dur avec tes relations, tu es obligé d'être dur avec tes employés, tu dois être ultra strict. Et si quelqu'un fait des erreurs bêtes, faut pas hésiter à les mettre dehors. Alors, effectivement, quand on fait nos premiers un cadet et tout, c'est pas là, on n'est pas le roi du monde à être strict. Mais dès le moment où tu veux scaler, avoir la meilleure équipe, il faut des A-players, il faut être ultra strict. Et c'est comme ça qu'il a réussi. Parce qu'il a viré énormément de personnes. Il est très difficile. Et il est difficile avec son temps, avec ses employés, etc. Donc, C'est une des erreurs que je fais. Je suis trop gentil. Et je suis trop gentil dans ma manière d'être. Je les engage et on dit c'est du win-win. Tout est beau, tout est rose, tu vas te sentir bien. Et je pense que c'est une erreur. Enfin, je pense que je devrais être plus strict. Mais après, on regarde même dans la vie, les gens les plus casse-couilles, c'est les gens qu'on va le plus respecter. Tu vois, par exemple, moi, à côté de mes études, je travaillais dans un cinéma. Des fois, il y avait des billets, tu sais, avec une date de péremption. Il y a des gens qui arrivaient avec leurs billets, on leur disait non, c'est périmé. Ils partaient, ok, ciao. Une fois, il y a un père de famille qui est venu. Il est venu avec ses tickets. Il a dit, moi, je pars pas de ce cinéma tant que je rentre pas avec ces tickets. Il a fait quoi? Il est rentré. Il est rentré dans le cinéma parce que les gens ne voulaient pas avoir de problème, les gens ne voulaient pas faire d'esclandre. Donc finalement, ils l'ont laissé rentrer. Et c'est la même chose, si tu as 5 clients, t'en as 4 qui sont super cool, ok, c'est cool, il n'y a pas de souci. Il y en a un qui te casse les couilles sur tout, qui te demande les chiffres, qui te demande les preuves, etc. Tu vas de toute façon plus bosser pour le mec qui te demande tout parce que tu vas avoir la pression chaque fois qu'il t'appelle. Tu vas être là, oui, il faut que je prouve, il faut que j'assure. Donc la gentillesse, ça ne paye pas. Mais moi, j'ai exactement le même problème que toi parce que je suis un idéaliste. Quand tu es idéaliste, tu te dis, ah, le monde est comme si, les gens pensent comme moi, etc. Mais non. C'est un bon point que tu soulèves là. Qu'est-ce qu'on pourrait partager à la fin de podcast bah là, j'ai parlé pour ceux qui restent avec nous jusqu'au bout? J'ai parlé de Nvidia. Et bah, l'IA, c'est une dinguerie. Elon Musk, il a investi je sais pas combien de milliards dans tout ce qui est dans Nvidia. Il a les puces les plus améliorées. Et là, il y a Sora qui vient de vraiment sortir et utilisable. Et j'ai vu des créas juste magnifiques là, avec le portefeuille Rage, le truc un peu qui se casse pas pour avoir nos cartes en sécurité. Et j'ai vu une créa qui a été faite avec ça. C'est vraiment incroyable, donc faut suivre Sora de près et d'autres IA qui sont en train de sortir dans l'e-com. C'est vraiment le futur, même pour le SAV, on parlait d'SAV, on a un ami qui va sortir une app de SAV fully automated, donc totalement automatisée, et pour moi, il faut suivre ça à la lettre. Ouais, faut être à l'affût. Quoi d'autre comme outil IA tu pourrais... Ouais, justement, il y a une nouvelle IA que je vous avais montré avec... un habit et ensuite on a mis un humain dedans l'habit et elle est juste incroyable, elle vient de sortir et c'est une dinguerie. Et l'IA elle s'appelle Focus, Foocus et c'est une IA open source et c'est une dinguerie cette IA. Si vous avez accès à ça c'est... Mais je crois... Oui, ça me dit quelque chose. Ok, bah il faut elle est assez récente, c'est une dinguerie. Mais c'est que pour le fashion que ça marche bien? Ça marche avec tout. Okay. Ouais, ça me dit quelque chose et j'ai pas encore testé. Ouais, on mettra le lien ici. Donc ça permet d'habiller en fait des mannequins. Je crois que c'est très poussé pour le fashion. C'est-à-dire, on a un habit, vous n'avez pas de budget, vous simplement vous habillez n'importe quel mannequin et n'importe quel avatar aussi. Ça permet de tester pas mal d'avatars. C'est ultra puissant. Parce que les avatars sont trop négligés. Je ne sais pas si l'audience est aware ou non, mais en fonction de certains formateurs que vous suivez, bah vous allez venir accrocher plus facilement. Pareil au niveau des créas. C'est-à-dire un avatar qui est noir en surpoids aux US, il va venir toucher une audience qui est peut-être énorme ou pas. Ça ne va pas être pareil si c'est un blanc, par exemple. Donc, c'est pas une question de racisme, c'est une question en fonction de qui vous allez venir montrer, vous allez venir toucher l'avatar qui va se ressembler ou à qui le message va résonner. Clair. Et maintenant, il y a de plus en plus aussi les UGC content IA. Je suis tombé sur pas mal de pubs, donc vraiment, tu donnes un script et puis en fait,
c'est une femme, tu peux choisir la femme qui va répéter ton script. Alors, je pense pas qu'ils ont encore la capacité de lui faire tenir le produit, mais on n'en est pas loin. Et t'as une IA qui... J'ai- Arcade, c'est bien connu. Alors, ouais, ça s'appelle Get Caption App. Et ça donne ça. Ouais, je connais. C'était une app de caption qui ont intégré l'IA. Donc, elle tient pas encore le produit, mais le jour où elle tient le produit, en fait, c'est un game changer juste incroyable. Ouais. Et Get Caption, on mettra le lien. C'est puissant. Arcades aussi, c'est très puissant pour en contenu anglophone. Contenu francophone, ça marche aussi, mais il y a certains acteurs qui marchent. Beaucoup ont de l'accent canadien, beaucoup c'est pas réel quand ils parlent. C'est Mais pas il faut encore au filtrer, point. faut tester Ouais, tous les ouais, acteurs. c'est ça. C'est pas encore au point. C'est ça que Ouais, je dis. c'est pas encore au Ouais. point. Après, ce que je peux conseiller, et ça c'est une astuce que peu de personnes font, c'est de prendre des acteurs américains, de tourner des b-rolls ou de prendre Arcades pour tourner des... Arcade ça fait pas des b-rolls, mais de prendre des acteurs pour tourner plein de b-rolls, ça va coûter moins cher, puis ensuite mettre une voix off française. Par exemple, si vous êtes sur le marché français. Ouais. Les mashups, c'est très très puissant. On a eu énormément de demandes sous les commentaires des derniers épisodes, énormément de personnes qui ont apprécié, énormément de personnes aussi qui demandent à avoir une petite communauté. Et on va avoir dans la description un lien WhatsApp où c'est que on va pouvoir échanger encore plus de value sur l'e-commerce et échanger les dates à venir sur les meet-up éventuellement et les nouveautés qui arrivent aussi dans l'e-commerce. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. C'était Master avec Mathéo, Gabor et... Qu'on verra pas à la caméra, la caméra a lâché.